le chat. Je vais vous partager mon écran dans quelques instants, mais j'ai le chat sur mon téléphone. Donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions. On est ensemble pendant 2 heures. L'objectif de cette session, c'est de vous montrer comment créer une application cloud native qui est capable de scaler de manière relativement considérable, en tout cas pour les besoins de beaucoup de personnes, avec un coût qui est extrêmement faible, puisque nous allons utiliser les technologies serverless. Et puis nous allons voir au passage bien, quelques trucs et astuces que j'ai moi quand je développe des applications, quand par exemple je commence un projet à Surfunction ou comment je fais mes choix technologiques. Alors, je vous propose de partager quelques slides pour vous présenter le contexte de l'application que l'on va développer ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. On a 2 heures, donc on a le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, hop, je vais valider les slides dans Teams. Et dans quelques instants, le temps que la présentation se charge, vous allez pouvoir les voir. Alors, le temps que la présentation se charge, quelques éléments de contexte. Là, vous devrez avoir une slide qui ne veut rien dire, ne vous inquiétez pas. La vraie slide va arriver dans quelques instants. Quelques éléments de contexte, tous les liens que je vais vous montrer, je vais les écrire dans un document et que je vous partagerai à l'issue de la présentation. Et puis le code que je vais écrire sera également accessible dès demain sur mon GitHub. Donc vous pouvez vraiment prendre quelques notes, mais l'essentiel va être dit ici et vous aurez de quoi le retrouver. Alors, hop là, voilà, le partage est en train de se faire, c'est tout bon. Vous avez aussi sur cette slide-là mon Twitter GitHub @cmaneux ou qui est également mon Twitter, mon handle Twitter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à l'issue de cette présentation ou par exemple si vous regardez le replay de cette présentation, eh bien à venir me poser des questions sur Twitter ou sur GitHub. Alors l'agenda, je vais d'abord vous présenter un exemple concret d'application. Cette application existe, donc tout le code a déjà été écrit, mais là, pour cette session-là, on va partir de zéro. On va vraiment créer un nouveau projet et vous allez voir donc comment je vais le faire. Mais avant ça, on va faire une petite session d'architecture. Je vais vous montrer, moi, quand on me propose de réaliser une application sur le cloud, eh bien, quelles sont les questions, quels sont mon mode de raisonnement, comment je fais pour choisir quel service Azure utiliser pour héberger mon code ou quelle base de données utiliser pour sauvegarder mes données. Je vais vous montrer un petit peu ma manière de fonctionner en espérant vous donner quelques tips que vous puissiez réutiliser dans vos propres projets. Et puis enfin, eh ben, on va se mettre à coder. Alors, le contexte que j'ai choisi pour cette présentation et pour information, vous allez retrouver cette présentation dans d'autres sessions. J'anime notamment 2 sessions demain également en français, une plus sur la partie dev, l'autre plus sur la partie data, où on va reprendre cet exemple-là. Donc vous avez en avant-première un petit goût de ce qui va être présenté demain. Le contexte, c'est les élections. On est tous, si vous êtes basé en France, passés par ce moment d'élection et puis on va y retourner. Mais en fait, les élections, c'est beaucoup plus global que élire un président ou élire un élu. On peut voter, par exemple, si on fait partie d'associations sportives, d'associations caritatives. On a en général les assemblées générales qui sont réalisées une fois par an. Et pour ces assemblées générales, il faut atteindre un minimum de membres de l'association présents pour pouvoir démarrer, valider, officialiser l'assemblée générale. Si vous avez la chance d'être propriétaire peut-être d'un appartement, on a des syndics de copropriété, là aussi dans lesquels il faut effectuer un certain nombre de votes. Et puis voilà, globalement, dans toute notre vie, en dehors d'une vie de citoyen, on est amené à pouvoir voter. Néanmoins, ça peut arriver quelquefois qu'on ne soit pas en mesure de voter physiquement soi-même. Et donc, on a un système, alors qui existe pour les élections nationales, mais qui existe aussi pour tout un tas d'autres élections. Je parlais des associations à l'instant. C'est le vote par procuration. Le principe est très simple. Je vais déléguer mon pouvoir à quelqu'un en qui je fais confiance pour pouvoir voter physiquement en mon nom et on l'espère voter avec la consigne de vote que j'aurai donnée. Et donc, on va s'attacher à essayer d'implémenter ce processus métier qui est de s'enregistrer pour un vote par procuration. Alors, si on se base sur ce qui est fait pour les élections nationales, le business, le process métier est déroulé globalement en 3 étapes.
La première étape, on va, remplir une demande de procuration. On va indiquer, qui on est, notre identité, l'identité de la personne à qui on délègue le pouvoir et éventuellement limiter ce pouvoir-là, par exemple dans le temps. On autorise cette personne-là à nous représenter, mais que pour l'élection, du, 10 juin, par exemple. La deuxième étape, ça va être de valider notre identité. Bien évidemment, pour être sûr que c'est bien nous qui avons donné ce pouvoir-là et qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de profiter de ce système-là, pour avoir le droit de voter plusieurs fois. Par exemple, si la personne a appris que nous, on ne serait pas présent au vote, elle pourrait essayer de faire de l'impersonnation et donc d'essayer de voter à notre place. Donc on va avoir une étape pour pouvoir valider notre identité. Aujourd'hui, si on prend les systèmes de procuration qui existent en France, pour les élections, nationales, la validation de l'identité doit se passer dans un commissariat de police ou, dans un commissariat de gendarmerie. On doit se déplacer physiquement, avec, notre procuration, pour qu'ils puissent valider, cette demande. Une fois que l'on a certifié que l'on était bien à l'origine de cette demande de procuration est envoyée au service des élections, qui donc peut être celui de la mairie ou par exemple le bureau de surveillance des élections dans le cadre d'une association. Et cette association ou ce bureau-là va indiquer sur les listes électorales, sur les listes d'émargement, eh bien que Christopher est représenté par exemple par mon collègue Ismaël. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le processus métier. Si on essaie de creuser un petit peu pour prendre plus d'informations, sur ce business qu'on a implémenté en code pour pouvoir faire derrière une bonne architecture, on va creuser un petit peu ce que ça veut dire. Là, vous avez à l'écran, différents formulaires, notamment au milieu, le formulaire papier, le formulaire CERFA, qui existe aujourd'hui en France pour réaliser sa demande de procuration. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations à inscrire sur ce formulaire. Et puis je vous ai mis 2 autres formulaires, le formulaire que l'on a au Royaume-Uni pour faire la même chose et puis, le formulaire qu'il y a aux États-Unis, dans certains États, alors qui est un petit peu différent puisque aux États-Unis, ils ont d'ores et déjà la possibilité de faire un vote par correspondance. De globalement mettre son bulletin dans une enveloppe et de l'expédier, par la poste. Nous, c'est pas un système qu'on a, en France, mais c'est un petit peu la même chose. On va voter à distance et donc je trouvais ça intéressant de voir plusieurs formulaires, qui existent. Donc notre métier, là, ce qu'on va essayer de faire cet après-midi ensemble, c'est tout simple. C'est de partir de ce, canevas papier, de ce processus papier qui est existant et puis on va essayer de digitaliser, ce processus au maximum. Alors quand on essaie de faire des architectures cloud, on a, bien souvent de nombreux choix qui s'offrent à nous. Par exemple, si je vous dis, bien, j'ai une application web tout à fait classique, application web MVC, qu'elle soit faite avec, un framework PHP, Symfony, Laravel, qu'elle soit faite bien évidemment en C# en ASP.NET, qu'elle soit faite en Java Spring Boot, ou en Python, Ruby ou d'autres langages. Bien, on a énormément de solutions pour venir héberger cette application-là. On pourra utiliser une machine virtuelle, mais on va avoir beaucoup de travail de maintenance, de mise à jour du système d'exploitation, et cetera. On peut utiliser un service PaaS, donc plateforme as a service, un service qui est managé, comme par exemple Azure App Service. Donc dans ce cas-là, on va simplement déployer notre code, mais on ne va pas s'occuper de la maintenance du système qu'il y a derrière. Et puis on verra qu'il y a d'autres services, qui ont été annoncés ou qui vont être annoncés ce soir, mais je ne pourrai pas encore vous en parler. Il faudra venir à la keynote de Satya ou au décryptage en français, de la keynote, de Satya, en fin de journée pour qu'on parle de ces nouveaux services. Mais on a plein d'options. Comment on fait pour choisir parmi ces options? Une des informations clés dont on a besoin, c'est d'avoir un petit peu une idée, même si c'est une idée approximative, du trafic, que l'on va avoir sur son site internet. Il y a des solutions du type Kubernetes qui sont, très bien, qui sont capables de scaler à une très, très grande échelle, de supporter énormément d'utilisateurs simultanés. Mais peut-être que l'on peut se simplifier la vie en utilisant un service qui est plus simple, qui va peut-être faire moins de choses, mais qui va être, moins cher, plus facile à prendre en main au début. Et donc sur ce processus-là, sur ce processus de procuration, il se trouve qu'il existe un site en France, un observatoire, de la qualité des démarches administratives, où on peut retrouver des informations extrêmement intéressantes sur les 250 démarches que les Français effectuent le plus. Les démarches administratives envers l'État que les Français effectuent le plus. Et nous avons, parmi elles,
la fameuse demande de procuration. Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a aujourd'hui en France à peu près, un petit peu moins, mais à peu près 1 million de demandes de procuration qui sont faites sur une année. Alors on s'en doute, c'est pas quelque chose d'uniforme. Ça veut dire que là, on vient de vivre une période où il y a eu une élection importante, l'élection présidentielle. Donc on a eu probablement beaucoup de gens qui ont fait appel à cette application. Là, on va encore avoir, puisque en France, nous avons d'autres élections en juin, encore avoir un pic, mais on peut se douter qu'à partir de juillet ou juste après l'élection, eh bien, pendant une très grande période, on va avoir quasiment personne qui va utiliser cette application. Elle va avoir besoin d'être hébergée parce que quelqu'un pourra avoir à réaliser cette demande. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous partez faire 6 mois ou une année d'études à l'étranger, peut-être que vous voulez donner procuration à vos parents, par exemple, ou à un ami avant de partir voyager pour toutes les élections à venir. Donc, on est obligé de maintenir ce site internet actif, ce service actif, et pourtant, quasiment personne ne va l'utiliser. Donc là, on va voir aussi quels sont les moyens que l'on a sur Azure pour pouvoir répondre à ce problème-là. Donc, je rappelle les critères importants. Vous voyez un petit peu le processus métier qu'on a implémenté, qui est relativement simple et ce qu'on appelle les scalability targets, c'est-à-dire quels sont nos objectifs de mise à l'échelle, 1 million d'exécutions du processus métier par an et un usage qui va être très disparate en termes de volume au cours de l'année. C'est difficile d'avoir plus d'informations. Par exemple, le nombre maximal d'utilisateurs simultanés que l'on va avoir sur la plateforme, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément ces chiffres. Surtout que sur les formulaires que je vous ai montrés, sur le million de procurations, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont réalisés en mode papier. Et donc pour lequel on n'a aucune statistique, aucune analytics, à savoir le volume ou la date à laquelle ils ont été soumis. Donc voilà, le maximum que l'on doit gérer, c'est 1 million si on veut couvrir les besoins d'un pays comme la France. Alors ce que je vous propose, pardon, c'est que l'on design ensemble l'application Proxyvote. Alors, vous avez le chat, n'hésitez pas si, vous avez d'ores et déjà une petite idée, de comment vous feriez cette application, voilà, n'hésitez pas à le décrire, sur le chat. Quelle base de données vous utiliseriez? Si vous connaissez déjà un petit peu Azure, quel service Azure vous pourriez utiliser, pour réaliser cette application? Ou même le langage, si vous avez un langage de prédilection. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans le chat, si vous avez, ces idées-là ou si imaginez déjà un petit peu comment vous feriez. Moi personnellement, même si j'adore les microservices, même si j'adore les architectures distribuées et ça fait partie de mon métier chez Microsoft, quand j'ai affaire à un projet, surtout un nouveau projet tel que celui-là, où finalement la complexité du métier est pas énorme, oui, on peut avoir un trafic qui est assez important. On imagine que, voilà, si on est à la veille d'une élection importante et puis il y a un événement qui arrive, où, il y a, un énorme événement sportif qui arrive la veille d'une élection, on peut se douter qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être s'inscrire sur une période très, très courte. Donc il faut qu'on soit en mesure d'accueillir énormément d'utilisateurs simultanés. Mais on ne sait pas trop, combien. Et puis c'est 1 million de procurations finalement, c'est peut-être beaucoup pour certains, mais c'est pas si énorme que ça à l'échelle du cloud. Donc moi, j'aime bien commencer par avoir une architecture qui est extrêmement simple. Pas du tout de microservices. On n'est pas obligé de faire des microservices, pour faire du bon code et pour faire une bonne application. Et donc ma première réflexion, ma première itération, c'était tout simplement d'avoir Azure App Service et une base de données PostgreSQL. Alors pourquoi ces 2 services-là? App Service, ça me permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'héberger des applications web sur Azure, sans avoir à gérer, à maintenir le système d'exploitation ou sans avoir à maintenir, même les frameworks que j'ai dessus. En fait, la mise à jour mineure du framework va être faite automatiquement par App Service et puis ça m'offre un certain nombre de fonctionnalités assez intéressantes, comme le support du nom de domaine, comme une mise à l'échelle de manière automatique. Ça veut dire que je peux démarrer mon instance, enfin mon service App Service avec une seule instance, donc une seule machine virtuelle derrière qui, traite les requêtes de mes utilisateurs et en fonction de critères, par exemple de quantité de mémoire utilisée ou de quantité de processeur utilisé, eh bien, augmenter, de manière automatique à 5, à 10, à 15 machines virtuelles et le code va être automatiquement redéployé sur toutes ces machines virtuelles et puis quand le pic de charge est passé, quand les gens quittent mon site parce que, finalement ils ont fini de remplir leur demande de procuration, eh bien ça va automatiquement,
se réduire. Donc c'est un service qui est très intéressant. J'ai une grande liberté de langage, et de framework que je peux utiliser, derrière. Donc c'est un service qui est simple, mais qui m'offre, plein de choses, surtout moi qui suis plutôt développeur et j'ai pas envie de faire de la configuration ou, de la maintenance, de mon infrastructure. Et puis ensuite, PostgreSQL, bah, parce que, PostgreSQL, c'est une base de données open source, qui est, à mon sens, mais c'est que mon opinion, je n'ai pas d'études pour le prouver, mais qui est en train, finalement de gagner le marché des bases de données open source. SQL, hein, parce qu'il y a plein d'autres types de bases de données, open source qui sont en pleine expansion. Mais c'est un peu devenu le standard de facto si on part sur une base de données SQL open source. On a une offre managée dans Azure, ça veut dire que l'on ne s'occupe pas du backup, que l'on ne s'occupe pas de la redondance, que là aussi on a des moyens de scaler notre base de données Postgre, sans avoir à faire de redéploiement, même si parfois il faudra arrêter la base de données quelques instants, le temps que l'opération, de scaling se fasse. Et puis, quasiment quel que soit le langage de programmation, je vais pouvoir appeler ma base de données Postgre. Puis un autre avantage, je peux du coup exécuter, tout ce code-là et ma base de données en local sur mon poste de développeur. Et donc ça, c'est intéressant parce que je voyage beaucoup en train, par exemple, et donc je peux entièrement tout développer depuis mon PC. Mais on va venir creuser, ce que ça veut dire App Service et PostgreSQL, parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on traite 1 million de demandes et même si on ne sait pas jusqu'à quelle proportion on doit traiter des demandes en parallèle, bon, on peut se douter que c'est quelques centaines d'utilisateurs en parallèle que l'on peut avoir. Donc il faut voir si on est capable de supporter ça et puis il faut voir le coût aussi de l'infrastructure, voir si ça fait sens, par rapport à notre business model. Alors là, si c'est l'État qui paye, bah, c'est, réfléchir à ce que, la collectivité ne paye pas trop pour ce service. Mais si on déploie ça pour des associations, du coup, qu'on leur fait payer ce service-là, si on est par exemple une start-up, un éditeur de logiciels, bon, bah, il faudra veiller aussi à avoir quelque chose qui est cohérent en termes de coût d'infrastructure. Et donc là, je vais partager mon écran, heu et je vais vous montrer une des choses que je fais, heu quand je suis dans ce cas de figure. Donc je vais lancer mon navigateur et là, ce que je veux venir, vérifier, alors je vais me mettre, comme ça normalement, vous me voyez encore. Alors dans quelques instants, hop, voilà. Donc là, normalement, vous devriez, toujours me voir dans le coin et vous devriez voir mon navigateur ici ou ici. Je ne sais jamais. Donc la première chose en fait que je vais venir faire, sur mon app service et ma base de données Postgre, c'est 2 choses. La première, c'est voir le pricing, la structure de coût, comment ce service en fait est facturé. Pas forcément pour voir la somme, ça je vais le voir dans un deuxième temps, je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais pour voir comment s'articule, le coût. Et la deuxième chose que je vais voir, c'est quelles sont les limites de ce service, pour voir si je rentre à l'intérieur de ces limites ou pas. Donc, pour voir le prix, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site, heu, azure.com. On peut le passer en français, puisque comme vous l'avez remarqué, pour la première fois à Build, nous avons un événement local en français avec des sessions comme celle-ci qui sont en français. Et donc là, je vais aller sur la partie tarification, tarification Azure, tarification des produits et puis là, je vais venir choisir donc mon Azure App Service et puis, je vais aller regarder un petit peu, les options tarifaires. Alors je vous invite à passer de suite sur euros, mais encore une fois, à cette étape-là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le chiffre que j'ai en bas de la facture, mais c'est plutôt comment s'articule le prix. Alors App Service, il y a une version gratuite, sachez-le, donc pour faire des tests, pour un petit projet personnel, c'est très bien. Ensuite, on a différents tiers, d'accord? Basique, standard, premium, isolé. Et là, par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est le nombre d'instances maximales de l'app service. Je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait, dimensionner son app service pour ajouter, plus d'ordinateurs derrière votre site internet, pour accepter plus de trafic. Et beh, il y a en fait des limites. Donc par exemple, sur la version basique, qui est la moins chère, on peut tester jusqu'à 3 instances. Donc il ne faudra pas qu'on ait une pointe de trafic qui soit trop importante ou il faudra qu'on ait son site internet son code qui soit vraiment très optimisé. Mais ça reste intéressant, notamment pour le développement, parce que ça vous permet de tester avec 2 instances et ainsi vous assurer, que votre code fonctionne,
en ayant plusieurs instances qui tournent. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous donne un exemple tout bête, mais souvent on utilise des sessions quand l'utilisateur se connecte. Cette session, elle peut être sauvegardée sur le serveur. Et du coup, entre deux appels, entre deux pages de votre application, l'utilisateur va peut-être passer du serveur A au serveur B. Si c'est le cas, cet utilisateur risque de perdre les informations qu'il a dans sa session, par exemple son panier d'achat ou dans le cadre de cette application, bah, toutes les informations qu'il a remplies sur lui, en passant à l'étape suivante pour indiquer qui va voter à sa place, eh bien, il pourra avoir perdu les premières informations parce qu'elles sont sur le serveur A, alors que là, il s'est mis à parler avec le serveur B. En standard, on les monte jusqu'à 10 et en premium, on monte jusqu'à 30. Ce nombre peut être un petit peu plus élevé en fonction des régions et d'autres critères. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. La mise à l'échelle automatique, dont je parlais tout à l'heure, elle est prise en charge uniquement à partir des tiers standards. Donc ça veut dire que pour notre environnement de production, eh bien, probablement qu'on n'utilisera pas le tiers basique, on utilisera le tiers standard avec une instance par défaut, peut-être plus au minimum si on est en période d'élection. Et puis, on pourra configurer la montée en progressive jusqu'à 10 instances. Et donc finalement, le tarif, c'est un tarif fixe par mois en fonction du nombre d'instances. Voilà, donc ça, c'est assez clair. La deuxième question à laquelle on peut essayer de répondre, c'est: mais finalement, ça supporte quoi en termes de quantité d'utilisateurs? Eh bien ça, bah, ça va dépendre de votre code, des frameworks que vous utilisez et de tout un tas d'autres facteurs. Et finalement, la seule manière de vraiment pouvoir tester ça, c'est d'utiliser un service qui s'appelle Azure Load Test ou un autre service, de test de montée en charge, qui ne sera pas sur Azure. On va en reparler un petit peu plus tard, dans ce live coding. Donc là, j'ai la structure pour mon app service. On va aller étudier le coût, comme je vous disais, un petit peu plus tard. Deuxième composant, mon PostgreSQL. Alors là, je vais être dans base de données et vous voyez que Azure supporte un grand nombre de bases de données de manière managée. Donc encore une fois, vous n'avez pas à installer la base de données, à la configurer, à configurer les backups. Tout ça est fait pour vous, les mises à jour également. Et donc base de données à Azure PostgreSQL. Si on regarde les options tarifaires, en fait, il y a plusieurs types de serveurs Postgre. Heu, pour faire très simple, si vous devez en retenir que 2, vous avez le serveur flexible, qui, comme son nom l'indique, a une capacité, d'élasticité intéressante, mais également une fonctionnalité d'arrêt, démarrage, en fonction de son usage. Ça veut dire que, par exemple, si c'est votre environnement de développement, eh bien la nuit, le service peut s'arrêter et donc vous arrêtez de payer, pour la partie, compute, la partie, calcul. Vous ne payez uniquement que le storage et le matin, quand vous arrivez au travail, que vous commencez votre journée, hop, la base de données, en quelques secondes, redevient active. Donc ça, c'est assez intéressant pour un certain nombre de scénarios et notamment dans notre application, là qu'on est en train d'utiliser, qu'on est en train de développer, ensemble. Puisque comme j'ai dit, je pense qu'à partir de juillet-août, plus personne ne va utiliser cette application, pendant quelques mois. Donc si on pouvait éteindre la base de données, mais qu'elle se rallume automatiquement s'il y a un visiteur qui arrive sur notre site internet, ça c'est quelque chose qui serait intéressant. Comme on a un petit peu de temps, dans ce workshop, et j'en profite encore une fois, n'hésitez pas à poser, vos questions. Je regarde le chat, de temps en temps sur mon téléphone. Hem Je dois vous donner deux-trois petites précisions parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de super intéressant, ce serveur flexible et cette possibilité d'éteindre automatiquement, sa base de données quand on ne l'utilise pas, par exemple, la nuit et réduire sa facturation, mais aussi réduire, son empreinte environnementale puisque, bah, c'est un processeur qu'on va libérer pour pouvoir faire d'autres choses et qu'on ne consomme pas, qu'on ne réserve pas pour rien. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est que si vous êtes utilisateur de Azure SQL, donc la version SQL Server, de base de données qui est hébergée dans Azure, vous avez également cette fonctionnalité qui est disponible. Du côté Azure SQL, ça s'appelle Azure SQL Serverless. Et la deuxième chose dont vous devez être au courant, c'est que s'il y a une fonctionnalité d'arrêt automatique et de redémarrage automatique, si vous arrêtez, que ça soit le Flexible Server ou le Azure SQL, votre base de données, elle va automatiquement se réveiller au bout de 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de pouvoir faire des mises à jour, sur votre base de données et donc on vous laisse une fenêtre de 7 jours pendant lesquelles on ne fait pas de mise à jour. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous arrêtez de travailler sur le projet,
heu et bien là, ça risque de vous coûter de l'argent au bout de 7 jours. Il faudra venir la rééteindre. Il y a des moyens, bien évidemment, d'automatiser tout ça, mais voilà, c'est une petite information, que je tenais à vous dire parce que c'est important si vous essayez de le déployer. Vous pensez que vous ne payez plus rien à part le stockage et vous risquez de vous avoir une petite surprise au bout de 7 jours. Alors si on regarde la structure, de coût donc pour ce PostgreSQL, et bien, en fait, on va payer, à la taille et la taille, c'est l'association de 2 choses, le nombre de cœurs, sur laquelle votre, base de données va tourner et la quantité de mémoire vive qui lui est allouée. Donc vous voyez qu'on a des petites instances, ensuite on paye le stockage en plus, donc c'est de manière décorrélée et le stockage de sauvegarde. Et là, notamment, on a une information qui est assez intéressante. Le stockage peut être provisionné, jusqu'à 16 téra, donc on a quand même de la place. Alors j'ai une question de Simon sur le chat. À quel genre de cold start peut-on s'attendre sur le serveur Flexible Postgre? C'est une question super intéressante parce que ça va me permettre, de vous parler d'une autre bonne pratique que j'allais vous introduire plus tard, mais bon, du coup, c'est l'occasion d'en parler, maintenant. Alors que vous soyez sur du PostgreSQL Flexible ou de l'Azure SQL Serverless, c'est globalement la même chose. Effectivement, le Postgre, c'est-à-dire que le temps de call start, c'est-à-dire le temps de la première requête, le temps en fait que le système se réveille, on appelle ça un cold start puisque c'est un démarrage à froid et forcément ça prend plus de temps qu'une requête qui est effectuée lorsque la base de données est déjà up, est déjà en fonctionnement. Il faut s'attendre à quelque chose aux alentours des 30 secondes. On ne peut pas donner de temps précis. Il n'y a pas de SLA sur ce temps de réveil, donc on s'engage pas, la plateforme ne s'engage pas sur une durée de réveil, mais on peut s'attendre à quelque chose comme 30 secondes. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais 30 secondes, si j'appuie sur le bouton, que mon utilisateur en face, il attend 30 secondes, ça risque de pas lui plaire». Oui, je suis d'accord avec vous, ou il risque de partir de la page ou il risque d'y avoir un problème de time-out. C'est possible que dans votre code, si vous utilisez, une librairie d'accès aux données, eh bien, en fait, si le serveur n'a pas répondu en 10 secondes, bah, la librairie considère que le serveur n'est pas disponible et va vous renvoyer une erreur. Heu, dans Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'implémentation, mais globalement, en fait, il y a un coordinateur, il y a une gateway qui, elle, est réveillée. Ça veut dire qu'en termes réseau, vous allez pouvoir ouvrir un socket sur votre base de données. Il y a quelqu'un qui va vous répondre, enfin, quelqu'un qui va vous répondre. Le socket va être ouvert, le port va être à l'écoute, mais par contre, vous allez envoyer une instruction dessus, il y a personne qui va répondre, le temps que la base de données, soit up. Dans ces, situations-là, et même de manière, générale, il y a un pattern, à implémenter dans votre code pour assurer une meilleure résilience. Donc laissez-moi aller, sur docs.com, c'est tout. www.docs.com. En fait, c'est la documentation Microsoft. Voilà. Alors c'était facile de retenir docs.microsoft.com, mais docs.com, c'est encore plus, facile. Et donc dans la documentation, alors je vous le fais en live, je vais essayer de retrouver la bonne page. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la documentation et vous avez ici Azure, mais vous avez aussi Azure Architecture Center. C'est là, qu'il faut aller, et vous avez, normalement les, Cloud Design Patterns. Voilà, Application Design Pattern, les voilà, les Cloud Design Patterns, qui sont en fait un ensemble de bonnes pratiques, de recettes. Si vous êtes dev, vous connaissez peut-être le pattern Singleton et on en a plein d'autres. Eh bien, en fait, c'est la même chose, pour le cloud. C'est une lecture qui est extrêmement intéressante, si vous êtes développeur et si vous ou développeuse, hein, et que vous déployez votre infrastructure, sur le cloud. Et là-dedans, vous avez notamment, le retry. Le retry pattern. Le problème est alors normalement, on a un petit schéma, voilà. Le principe est très simple. En fait, de manière basique dans notre code, quand on va appeler un service externe, quand on va appeler une dépendance, eh bien, si cette dépendance ne répond pas, on reçoit un code d'erreur ou on génère un code d'erreur, notre SDK, génère un code d'erreur et puis on présente ça à l'utilisateur. Le problème, c'est que quand on est dans le cloud, et ça c'est valable, quel que soit le cloud d'ailleurs, la qualité globale du service et en général,
meilleur que sur une infrastructure, classique, non cloud, puisqu'on a beaucoup de redondance et cetera. Par contre, le nombre de micro-coupures, c'est-à-dire si on regarde à la requête près, le nombre de micro-coupures peut être plus important. Pourquoi? Parce que sur une même machine physique, vous pouvez avoir votre application qui est déployée et l'application d'un autre client de Microsoft, et si cette autre application devient un petit peu trop gourmande à un moment donné, le temps que le système, détecte qu'il y a une application qui est gourmande et déplace votre application sur une autre instance, et bien, il peut se passer quelques secondes, le temps que ce mécanisme se mette en place. Et donc du coup, vous pouvez avoir des micro-coupures ou des requêtes qui prennent de temps en temps beaucoup plus de temps que ce qui est prévu, qui répondent d'habitude en 50 millisecondes et là qui se mettent à répondre, en 3-4 secondes, et la requête juste après va passer à nouveau normalement avec une très bonne performance. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, dans votre code, et ça, c'est au niveau de votre code qu'il faut le faire, il faut appliquer le retrain pattern où en fait, vous allez dire, bah, en fait, je vais essayer 5 fois, et puis si au bout de 5 fois, je n'arrive pas à contacter la base, alors dans ce cas-là, bah, je considère qu'il y a vraiment une erreur, que la base de données est vraiment indisponible. Donc, je vous avais dit que je notais tout ce que je vous disais, et donc je ne veux pas oublier. Donc, je vais vous noter le pricing, je vous rajouterai le pricing de l'app service, et puis je vous mets du coup le lien aussi pour le pattern retry. Je ne peux pas vous parler du pattern retry sans vous parler, de quelques autres, patterns, qui sont, extrêmement intéressants et qui sont importants de comprendre avec le pattern retry. Le premier, c'est le circuit breaker. En fait, le problème du pattern retry, c'est que si vous avez vraiment une interruption de service et que le service redevient en ligne, eh bien, vous avez 2 soucis à ce niveau-là. Le premier, c'est que vous risquez d'avoir un flot, de requêtes qui arrivent sur le service qui est à nouveau disponible et qui risque du coup de le faire tomber. C'est un petit peu comme si on avait une attaque DDoS, vous savez, les attaques où il y a tous les bots qui essaient de faire tomber un site internet en générant une surcharge de connexion. Ben là, votre code peut faire la même chose. Et la deuxième chose, c'est que si la base de données est vraiment indisponible, elle est probablement vraiment indisponible pour tout le monde, pour tous vos utilisateurs. Et c'est là que le circuit breaker devient intéressant. Je ne sais pas si on a un schéma. Oui, alors on a un schéma, mais qui est un petit peu technique. Alors ça, oui, je ne l'ai pas dit, mais dans l'architecture Center, sur les code design patterns, vous avez aussi des exemples de code. Donc des fois les schémas, c'est pas forcément, très clair s'ils sont un peu trop abstraits. Alors vous avez aussi du code. Mais le circuit breaker, le principe, c'est un interrupteur, en fait, qui va mesurer. Vous allez avoir un interrupteur par dépendance, et en fait, quand il y a une partie de votre code qui détecte que la ressource qui est de l'autre côté, est indisponible, en fait, ça va fermer l'interrupteur pour un moment, et ensuite vous allez avoir un système qui va ouvrir l'interrupteur, mais tout doucement, pour vérifier de temps en temps, si jamais le service est à nouveau disponible, et puis si le service est à nouveau disponible, qui va l'ouvrir progressivement et complètement. Du coup, vous pouvez, si on sait que si la base de données est indisponible, on peut afficher un message de suite à l'utilisateur, et puis au fur et à mesure que la base de données va revenir, là, on va pouvoir, envoyer, les informations à la base de données. Et je vais terminer juste sur, quelque chose avant de voir s'il y a d'autres questions et puis de revenir, alors non, c'est pas ça. On va chercher, il y a une librairie, donc il y a plein de librairies qui existent dans, voilà, c'est celle-là. Il y a plein de librairies qui existent dans plein de langages différents, qui implémentent déjà pour vous, les circuit breakers, les retry patterns, et cetera. Notamment, la librairie Poly, qui est une librairie, si vous faites du .NET. Donc je vous invite à consulter cette librairie-là. Il faut savoir que si vous utilisez, les SDK d'Azure, il y a un grand nombre de SDK d'Azure qui implémentent déjà une stratégie de retry. Donc, lisez la documentation des SDK. Si vous utilisez un SDK pour le storage account, pour Cosmos DB, pour d'autres services, il est fort possible qu'ils aient déjà une stratégie de retry qui soit implémentée dans le code pour vous. Alors, je fais juste un check sur les questions. A priori, j'ai répondu à tout. Alors, si maintenant je vous avais dit, on va essayer de voir vraiment quel est le coût global, on va vraiment regarder ce qu'il y a en bas à droite, sur la facture. Alors pour faire ça, on a un outil, dans Azure, si je vais dans tarification, qui est la calculatrice de prix. En fait, la calculatrice de prix, comme son nom l'indique, c'est une calculatrice. Donc là, je vérifie que j'ai rien dans l'estimation. Ah si, donc je vais, supprimer mon estimation.
Ça, c'est quelque chose que j'avais fait avant et là, en fait, vous allez pouvoir venir faire votre marché de services. Donc je vais prendre un app service. En base de données, je vais venir prendre mon PostgreSQL et puis je vais remplir les différentes informations et puis à la fin, eh bien, vous allez avoir un tarif qui est affiché. Alors j'ai déjà fait ce travail-là, donc je vous propose de switcher, directement ici. Donc j'ai déjà fait ce travail-là, de faire le calcul de coût pour un app service en prenant le tiers standard comme je vous le disais tout à l'heure et puis flexible serveur, voilà, j'ai pas pris le premier prix, j'ai pas pris le plus cher non plus parce que je ne sais pas trop estimer finalement quel est le coût de cette infrastructure-là. Je tombe à 250 € par mois, donc on est globalement à 3 000 € par an. Alors 3 000 € par an pour gérer toutes les demandes de procuration, de la France entière, moi personnellement ça me paraît pas très, très cher et puis si on compare au coût, que ça aurait de faire ça en physique, ah beh, finalement on a déjà gagné de l'argent de faire ça. Le coût, alors sans avoir des réductions, j'ai pris vraiment le prix d'une ramette de papier, de A4 de 500 feuilles, 80 grammes, voilà quelque chose de vraiment très standard. On est à 0,8 centimes, d'euros la feuille papier et si je divise le coût annuel, donc 40 € par an par 1 000 000 pour avoir le nombre de procurations par an, et bien je suis à 0,3 centimes par an. Donc vous voyez, en digitalisant ce processus, en faisant ça, on a déjà gagné énormément, «d'argent» entre guillemets et là je ne parle pas de l'impression du papier, de l'envoi par la poste et cetera. Il faut savoir que c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui, dans les commissariats et dans la gendarmerie. Donc rien que de faire ça, on a économisé, finalement, beaucoup d'argent. Alors j'ai essayé de trouver ici, parce que, je suis un petit peu intéressé par le côté environnemental, des choses. J'ai essayé de trouver l'équivalent CO2. Alors ça a été très compliqué, du coup j'ai pas des chiffres vraiment, très pertinents, mais j'ai un ordre de grandeur. Celui que vous avez en bas, ici, je pense que vous le voyez quand même malgré qu'il y ait ma tête, quelque part. C'est, 16 grammes, d'équivalent CO2 pour envoyer une lettre. C'est un chiffre que j'ai trouvé sur internet. S'il y a des experts, de l'environnement ici, n'hésitez pas à me reprendre dans le chat et vous le voyez peut-être pas parce que vous avez peut-être, ma tête, dessus, mais il y a, 0,3 grammes. C'est, visiblement l'équivalent CO2 pour envoyer un email avec une pièce jointe. Alors là, vous avez vu le formulaire, c'est pas non plus un email avec une pojette si on est au format texte, mais ça donne à peu près un voilà, un espèce d'équivalent pour qu'on se dise, comment donc a priori là, on économise aussi du CO2 et donc de l'argent. Mais finalement, moi qui suis connaisseur d'Azure, hem, quand j'y réfléchis bien, on est face à une application qui a besoin de supporter beaucoup de trafic de temps en temps, mais finalement qui est pas utilisée tout le temps, qui est quasiment pas utilisée la nuit, à moins qu'on fasse ces démarches administratives la nuit. Et donc je me dis qu'il y a mieux à faire et puis finalement 1 million de procurations, c'est pas grand-chose et donc j'ai essayé de réfléchir à une autre architecture qui aussi me permet de plus finement évaluer quelle est ma capacité justement à grossir. Parce que le problème qu'on a avec mon architecture, V1, c'est que l'app service, alors je sais que ça peut monter jusqu'à 10 instances en standard. Mais ça me donne pas un nombre d'utilisateurs simultanés. Il faut vraiment que je fasse les tests pour savoir qu'une instance, elle est capable de gérer, je ne sais pas, 80, 100, 300 utilisateurs simultanés. Et puis PostgreSQL Flexible Server, ça peut scaler, mais là aussi, alors a priori, j'ai pas des besoins en base de données énormes, probablement que tout peut se stocker dans une table. Mais bon, je j'ai aucune, moyen d'évaluer en fait quelle est ma capacité à scaler avec cette infrastructure. Donc je vais vous en parler, tout à l'heure. J'ai décidé de refaire cette architecture-là, entièrement basée, sur du serverless. Alors si on doit donner une définition du serverless, on fait souvent la blague, quand on présente ça, c'est: «Non, il y a bien des serveurs dans le serverless, c'est pas une architecture sans serveur». Mais en fait, c'est une architecture où votre unité de déploiement, si on parle de déployer votre code, ou votre unité, pour scaler pour mettre à l'échelle, en fait, votre service, ce n'est plus un ordinateur, un serveur, une machine virtuelle, une instance et du coup, le mode de facturation non plus n'est pas du tout basé sur ce système d'instance. On va le voir, dans quelques minutes. Donc ma nouvelle architecture, c'est quoi? Je vais faire d'abord un site web statique, donc j'aurais pu choisir, React, Angular
ou d'autres technos. On verra que j'ai choisi une autre technologie pour cette démonstration. Pourquoi? Parce que ça a l'avantage, en fait, d'être un site internet qui va se charger, de manière simple et quasiment tout le travail va être effectué par le côté client. Côté serveur, on va juste faire une API qui va permettre aux gens de soumettre leurs demandes et qui vont permettre, alors dans l'exemple aux forces de l'ordre, mais demain, ça pourrait être par exemple une validation par SMS, de valider l'identité. Voilà, donc là aussi, on va faire des appels API pour faire cette partie-là. Et il me faut une base de données pour stocker tout ça. Et j'ai cherché une base de données qui est serverless et Cosmos DB est une des rares bases à être réellement serverless, à savoir, on paye à la requête que l'on fait. Et donc, si on ne fait pas de requête pendant une journée, un mois, on ne paye rien, à part bien évidemment le stockage. Donc, on va venir creuser aussi ce qui est Cosmos DB un petit peu plus tard. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et ensuite, ce que je suis venu faire, comme je vous disais, c'est, hormis le coût, ça je vais vous montrer ça juste après, c'est la scalabilité. Donc, si on cherche, par exemple, sur Cosmos DB, scalability ou scalability target, c'est des bons mots-clés, ou quota, service quota, pour venir voir un petit peu quelles sont les limites du service. En général, tout ça, c'est documenté. Et donc, c'est des choses intéressantes à aller voir. Et donc, si je suis sur la bonne page, voilà, sur serverless, je vais avoir en fait un certain nombre d'informations sur la capacité de serverless à scaler. Parce que finalement, vous allez voir, c'est pas infini, mais ça marche plutôt bien dans notre cas d'usage ici présent. Donc, les conteneurs, on va en reparler juste après. Le nombre maximum de RU, c'est des request units, et je vais vous faire une petite présentation dans ma prochaine slide. C'est limité à 5000. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. La quantité de stockage, a priori est de 20 gigas et par conteneur de 50 gigas. Donc là, si on réfléchit 1 million de procurations, d'ailleurs faisons le petit calcul. Quand je fais ça, quand je fais des petits des exercices d'architecture comme ça, j'ai très souvent la calculatrice Windows qui est ouverte. Puisque du coup, on dit qu'on a 1 million de procurations. Alors vous pouvez faire l'exercice, mais vous pouvez me croire. Le JSON, si je sérialise en fait toutes les informations du formulaire qu'on a vu au début, que je les sérialise dans un JSON, je suis à moins d'un kilo-octet pour une demande de procuration. Et donc 1 million divisé par 1024, je suis à 976 mégas. Donc ça veut dire que si je divise par 1024, pour avoir en giga, je suis à 1 giga. Donc 1 million de demandes de procuration, c'est 1 giga de stockage. Et là, la limite la plus basse, c'est 20 gigas. Donc a priori, je dois pouvoir conserver 20 ans de stockage à l'intérieur d'un Cosmos DB, voire un peu moins si ma quantité d'utilisateurs augmente. Mais bon, globalement, j'ai de la marge. A priori, on va pas garder ça, on va pas garder ces informations pendant 20 ans. Donc là, voilà, j'ai des limites. On va creuser parce qu'il y en a certaines, si vous ne connaissez pas Cosmos DB, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Mais globalement, ça a l'air pas si mal que ça. Les request units. Cosmos DB est une base de données multimodèle distribuée et faite pour le cloud avec une scalabilité infinie. Alors ça, c'est un petit peu la phrase longue marketing pour présenter Cosmos DB. Si on s'arrête sur chacune des étapes, multimodèle. Multimodèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir attaquer Cosmos DB à partir de différentes API. Là, dans mon projet, j'ai choisi l'API SQL parce que c'était la plus simple et elle convenait parfaitement à mes besoins. Mais par exemple, nous avons une API MongoDB. Donc, si vous utilisez déjà du code qui fait appel au SDK MongoDB, mais que vous souhaitez héberger vos données dans un Cosmos DB pour ne pas avoir à gérer votre propre instance de MongoDB, ben, vous pouvez le faire avec Cosmos DB. Et puis, on a d'autres API qui sont disponibles, par exemple, pour faire du Graph, pour faire du Cassandra, etc. Ça, c'est multimodèle. Multi-région, vous allez pouvoir déployer votre base de données et une base unique de données sur plusieurs régions, sur plusieurs data centers Azure, et vous allez pouvoir lire et écrire depuis n'importe quelle de ces régions, et la réplication est entièrement gérée entre ces régions. Et puis, la dernière partie, c'est scalable à l'infini.
et nous avons, chez Microsoft énormément d'applications, que vous utilisez au quotidien si vous faites de l'Azure. Le portail Azure, par exemple, derrière, toutes les informations sont stockées dans un Cosmos DB, avec donc des millions d'utilisateurs quotidiens, qui utilisent cette base de données. Donc il y a voilà, une scalabilité qui est quasi, infinie. Mais pour pouvoir faire ça, à un moment donné, il faut qu'on vous facture, il faut que vous compreniez cette facturation et ou que vous réserviez une capacité. Et pour ce faire, on a inventé la request unit. La request unit, en fait, 1 RU, c'est l'équivalent de la mémoire et le compute, donc le CPU, le calcul, qui est nécessaire pour lire un document de 1 kilooctet. Voilà. Donc en fait, on a fait un calcul en interne de ce que ça nous coûtait, de faire tourner un Cosmos DB et en fait, le résultat, c'est ça. C'est quand vous lisez un document de 1 kilooctet, ça coûte 1 RU. Quand vous écrivez un document, l'information enfin l'opération est un petit peu plus complexe et donc là, du coup, ça coûte 5 RU minimum. Cosmos DB, en fait, a une fonctionnalité d'indexation automatique, ça veut dire que l'on peut indexer tous les champs. Donc plus il y a de champs dans votre document, plus le coût, de l'insert, de l'insertion de document est élevé. Mais vous avez la possibilité de customiser bien évidemment cet insert et cette indexation pour pouvoir réduire les champs, à indexer si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Et donc moi j'ai fait le calcul là sur le tableau que vous voyez à l'écran là depuis quelques minutes. C'est en fait le nombre d'appels à l'API, le nombre d'appels à la fonction, que je dois faire pour réaliser ce processus métier et en face, et bien j'ai listé la quantité de request unit, heu, que j'ai besoin de faire auprès de Cosmos DB, pour pouvoir manipuler les données, enregistrer la demande, la modifier, la récupérer à un certain moment. Donc là vous voyez que globalement pour, une exécution d'une demande de procuration, de A à Z, j'ai besoin de 4 appels à une Azure Function et j'ai besoin de 9 request units. Je vous passe la structure de coût, parce qu'on va voir directement, le coût. Pour 1 000 000 de demandes de procuration, j'exécute donc 4 millions d'invocations et 9 millions de request units et grâce à Cosmos DB, tout ça me coûte juste 4,52 €. Oui, 4,52 €. Ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais c'est ça le serverless, surtout quand on est dans ce cas-là, vraiment dans un cas d'usage où le serverless a toute sa place. On est finalement avec une application, qui est relativement simple, qui est, maîtrisée, qui a un usage qui est très disparate, mais qui a de longues périodes où l'application n'est pas utilisée et donc du coup, on va pouvoir pleinement profiter du serverless puisque cette application, elle sera disponible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que le coût ne va pas varier. Alors la seule chose pour être, très pointilleux dans le détail du coût, la seule chose qui va varier si vous exécutez sur un mois ou sur un an, c'est le coût du stockage. Mais on l'a vu, on a, moins de 1 giga de stockage, pour l'année et donc du coup, on parle de quelques centimes d'euros qui vont se rajouter, à la facture chaque mois si le million d'applications, le million de procurations, il est pas fait sur un mois, mais il est fait sur 12, par exemple. Et alors je vous ai mis, pour encore avoir une ordre d'échelle, le coût par, demande de procuration. Rappelez-vous, il y a quelques slides, on était déjà content d'avoir 0,3 centimes, d'euros pour, de ressources cloud pour traiter une demande. Et bien là maintenant en serverless, je vous laisse compter le nombre de zéros, qu'il y a avant d'arriver à afficher quelque chose. Alors ça, bon, je trouve ça très bien. On va voir comment on code ça parce que l'idée, c'est pas que ça soit beaucoup plus complexe, à coder qu'une application, classique et on va voir que ce n'est pas le cas. Mais, il y a autre chose aussi qui est intéressant de noter, c'est que l'on a des tiers gratuits sur Azure, à la fois pour les Azure Functions et pour Cosmos DB. Donc pour, Cosmos DB, vous allez avoir plusieurs tiers gratuits. Notamment un tiers qui nous offre, un certain nombre de request units en permanence, donc c'est pas le tiers serverless, mais globalement, vous pourriez tout à fait exécuter cette application-là uniquement sur le tiers gratuit de Cosmos DB et supporter le million d'applications. Pour Azure Function, le premier million d'invocations, le premier million d'appels à Azure Function tous les mois est gratuit.
Et donc moi, par exemple, j'ai plein de petits projets perso, pour la maison, des petits projets IoT, qui fonctionnent entièrement sur le tiers gratuit d'Azure Function et de Cosmos DB. Donc c'est utile pour apprendre, c'est utile pour le développement, et des fois c'est utile pour certains projets. On verra que pour le développement, dans quelques instants, on a quelques outils, aussi pour nous aider à ce niveau-là. Alors, c'est pas cher, mais finalement, peut-être que ça marche pas aussi bien que ça. Et beh, pas si mal que ça. Je vous ai montré tout à l'heure que la scalability target de Cosmos DB serverless, c'était 5000 RU par conteneur. Maintenant, on sait qu'une insertion, ça nous demande 6 request units. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre base de données, son maximum en serverless, puisque comme je vous l'ai dit, Cosmos DB a aussi un autre mode qui est un mode provisionné. Dans ce cas-là, vous allez définir la quantité de request unit maximum que vous voulez pouvoir supporter. Il y a un coût un petit peu plus élevé puisqu'on vous garantit les temps de réponse et la disponibilité de la plateforme, mais ça peut être intéressant pour vous et vous pouvez monter à plusieurs millions de request units par seconde, donc vous pouvez totalement aller au-delà, mais en serverless, eh bien, vous pouvez monter jusqu'à 5000 request units. Et donc, à 6 request units par demande, ça veut dire que vous pouvez passer de 0 à 800 demandes par seconde sans faire aucun effort et sans avoir à payer plus cher. Vous allez juste payer, bien évidemment, l'exécution de la requête. Ça veut dire que le million, pour donner un ordre de grandeur, le million de procurations, si on avait des visiteurs qui s'étalaient parfaitement toutes les secondes sur une période de 20 minutes, on pourrait traiter le million de demandes de procuration en 20 minutes, le million de l'année en 20 minutes. Donc a priori, on n'est pas si mal que ça pour répondre à nos critères qu'on avait en tout début de session. Azure Function peut monter en fait bien au-delà de 800 requêtes par seconde. Là aussi, c'est un petit peu plus compliqué puisque ça va dépendre de votre code et éventuellement des différentes méthodes que vous exposez. Mais on peut monter à des dizaines d'instances de manière automatique d'Azure Function. Donc, vous avez une capacité de traitement qui est bien au-delà de 800 requêtes par seconde. Donc, Azure Function, a priori, ne va pas nous limiter sur ce projet. Alors, je vous l'ai dit en introduction, nous allons, dans quelques instants, ouvrir Visual Studio, commencer un projet from scratch et je vais vous donner quelques tips pour bien commencer votre projet. Mais j'ai déjà codé, l'intégralité de ce projet, le projet Proxyvote et voici l'architecture que j'ai développée. J'ai développé alors laissez-moi prendre le pointeur. Hop, voilà. J'ai développé, pour l'application des votants, une application en Blazor WebAssembly. Donc ça veut dire que j'utilise du C# pour coder côté du navigateur et cette application-là, elle est, exécutée donc le code C# est exécuté côté du navigateur de l'utilisateur et ça va être hébergé dans Static Web Apps, Azure Static Web Apps, qui est un service qui vous permet d'héberger des sites web statiques, mais aussi les Azure Functions. L'API avec laquelle va communiquer, cette application Blazor WebAssembly, c'est de l'Azure Function et tout ça va parler, vous l'avez compris, à une base de données Azure Cosmos DB. J'ai aussi fait la partie, force de police, gendarme et commissariat de police dans mon scénario, où là, j'ai pris le parti pris de faire, une application de tête Maui, où pour l'instant, j'ai fait l'Azure Function, mais très prochainement, j'aurai aussi une démo pour faire de l'ASP.NET Web API en implémentant, la sécurité. Cette application-là va aussi parler à, du Cosmos DB. Alors, je ne vous parle pas du reste des applications, notamment la partie analytics et la partie bureau électoral, puisqu'on ne le voit pas dans cette présentation. Mais si vous êtes disponible demain, je donne 2 sessions, demain matin et demain après-midi. L'une où je vais plus me concentrer sur la partie expérience développeur en vous montrant des nouveaux outils pour aider les devs à commencer leur projet. Et ça, il faudra attendre demain des nouvelles annonces que l'on va faire ce soir. Et il y aura une deuxième session sur la data, où là, je vais m'intéresser plus particulièrement à Cosmos DB, mais à aussi comment je fais de l'analytics, comment je fais des rapports, ou quand je monte une plateforme d'analytics avec Azure. Et là aussi, on va réutiliser le projet Proxyvote. Donc, je vous donne rendez-vous demain, si ça vous intéresse, pour creuser ces sujets-là. Alors, je vous propose euh, de passer au code. Et je vais juste regarder le chat, le temps de switcher sur mon PC de démo. Et si vous le permettez, de boire un petit peu parce que, je parle beaucoup.
Alors a priori, pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à poser, si vous en avez, à poser des questions dans le chat. Alors, je vous propose de, lancer, Visual Studio. Alors je suis sur Visual Studio 2022, la dernière version qui est en preview. Ici, tout simplement parce que, dans le projet, je vous l'ai dit, j'utilise du .NET, MAUI et aujourd'hui, .NET MAUI pour développer des applications mobiles n'est supporté que par la version preview, de Visual Studio. Donc là, je vais venir créer un nouveau projet. Donc on commence vraiment de zéro. Je vais choisir Functions. Donc là, ça cherche parmi tous les templates de projet que j'ai. Démo build, FR. Et en fait, là, on va déjà me poser une question où il y a plein de choses à venir déchiffrer. Rien que sur cette page-là, il y a plein de choses à venir déchiffrer que je trouve super intéressantes. La première, c'est, quelle version de .NET on utilise? Donc là, je vais utiliser, .NET 6. À savoir que si vous êtes développeur dans un autre langage, et je pense notamment à Java, à Python ou à JavaScript, vous pouvez également, développer des Azure Functions. Alors moi, je suis un dev .NET C#, donc je vais vous faire l'exemple en C#, mais si jamais vous n'êtes pas, dev C#, il y a d'autres langages qui sont supportés. Ensuite, on va me demander la fonction. Donc, si vous ne connaissez pas Azure Functions, le principe est très simple et s'explique en deux principaux points. Le premier, c'est l'input, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en entrée comme données dans votre fonction. Et le deuxième, c'est quel est le trigger, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher l'exécution de votre fonction. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il y a quelque part un serveur dans Azure qui est prêt ou pas loin d'être prêt à exécuter votre code. Mais il faut quelque chose pour venir réveiller ce code-là. Dans l'exemple et dans ce que l'on va coder aujourd'hui, on va prendre une API. Donc, je vais faire une requête HTTP REST sur mon endpoint pour pouvoir réveiller. Mais en fait, Azure Function supporte un grand nombre de triggers. Et là, vous pouvez en voir quelques-uns. Donc, on a par exemple un blob trigger. Ça veut dire que quand on dépose un fichier dans un stockage de fichiers Azure Blob, on peut déclencher l'exécution d'une fonction. On parle de Cosmos DB, ça aussi c'est super intéressant. On peut avoir un trigger sur un document Cosmos DB. Ça veut dire que si un autre programme vient modifier ou ajouter un document d'un Cosmos DB, eh bien vous pouvez exécuter votre fonction. Bien évidemment, HTTP, et puis il y a des petits nouveaux comme RabbitMQ, et des existants comme Servus, etc. Donc, si vous avez une architecture avec un bus de messages, eh bien, vous pouvez utiliser Azure Function pour venir traiter les bus de messages. Alors, moi, je vais rester sur HTTP Trigger. Par contre, je ne vais pas choisir le premier qui est celui qui a par défaut. Je vais venir choisir celui avec OpenAPI. Si vous ne savez pas ce que c'est OpenAPI, on va voir ça dans quelques instants. Ensuite, il faut savoir que Azure Function, pour pouvoir fonctionner, a besoin de ce qu'on appelle un backend store. Puisque votre fonction Azure, en fait, elle peut être exécutée sur différents serveurs, à la fois en parallèle, mais il y a besoin d'un endroit central, en fait, pour que ces différents serveurs se coordonnent un petit peu. Et pour ça, en général, on va utiliser un stockage, blob storage, donc le stockage de fichiers qui existe dans Azure. Cependant, pour pouvoir débugger en local, on va avoir besoin de l'émulateur Azure Storage. Il existe depuis quelque temps, vous le savez peut-être, un émulateur sous forme de conteneur Docker qui s'appelle Azurite. Par contre, ce qui n'est pas encore assez connu, c'est que l'émulateur Azure Storage classique pour Windows n'est aujourd'hui plus supporté en production et que c'est Azurite qui est supporté en production. Donc, si vous utilisez encore l'émulateur Azure Storage classique, je vous invite à migrer sur Azurite. Et là, en fait, j'ai juste un clic à faire pour que mon projet soit initialisé automatiquement avec Azurite. Et ça veut dire que quand je vais faire F5 dans Visual Studio, ça va me démarrer automatiquement mon projet. Une autre chose qui est très intéressante sur le framework Azure Functions, quand on imagine comme ça le nom Azure Function, on se dit, bon, bah, si je fais du Functions, je suis obligé d'aller sur Azure après. Eh bien non. Azure Function, vous allez pouvoir l'exécuter dans un conteneur Docker. Ici en local, il suffit de cocher la case, mais vous allez pouvoir l'exécuter dans un conteneur Docker hébergé ailleurs que sur Azure. Par exemple,
comme on dit en anglais, at the edge, donc sur un petit serveur, un petit processeur qui serait en local, sur un autre cloud ou par exemple dans un cluster Kubernetes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque vous n'êtes pas enfermé dans Azure, ou si vous avez des besoins de traitement distribué, ben, vous pouvez les réaliser de cette manière-là. Et ensuite, on me demande le niveau d'autorisation. Par défaut, c'est à function. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va générer un code unique, une espèce de clé d'API qui va permettre de protéger votre fonction. Alors, bien évidemment, ça, c'est vraiment assez basique, mais vous pouvez implémenter des systèmes d'authentification beaucoup plus complexes pour protéger votre API ou pour donner accès à des personnes spécifiques ou authentifier des personnes. Donc là, je vais faire create. Ça va me créer donc mon projet Azure Function. Alors mon projet Azure Function, il est donc composé heu, d'un host.json, qui est un fichier de configuration, de l'hôte Azure Function, donc du processus en fait qui héberge, mon Azure Function, d'un fichier de settings, dans lequel notamment je vais venir préciser, quel est le stockage, qui sert de coordinateur entre les différents exécuteurs de mon code. Et puis vous l'avez vu, il y a un git ignore qui a été généré. Donc c'est un fichier qui permet de dire à Git, bah, de supprimer certaines choses, de ne pas gérer certaines choses, des fichiers qui doivent vraiment rester en local, qui ne doivent pas être, committés, partagés, comme le résultat de votre build, les binaires. Et puis juste un fichier, function.cs où finalement c'est là-dedans qu'on va venir travailler. Alors ici, si je vous fais un petit peu de place, d'ailleurs, je dois pouvoir faire, heu alors, je ne sais plus du tout comment on fait full screen. Ah oui, si, si, Shift Alt Enter. Hop, voilà, pour se donner un petit peu plus d'espace de travail. Hem, donc ça, c'est le code par défaut, de l'Azure Function, et quand je vous disais tout à l'heure que Azure Function, en fait, vous allez vraiment pouvoir venir héberger votre code, juste votre méthode de code, eh bien, on le voit ici, puisque une Azure Function, c'est finalement une seule méthode de code, d'accord? Dans laquelle je vais avoir un trigger, et là, on le voit ici, dans ce cas-là, c'est un HTTP trigger. Et dans lequel je vais éventuellement, avoir un input. Ici, c'est, ma requête HTTP, et donc il y a des informations qui vont pouvoir m'être envoyées. Alors, ce que l'on voit aussi ici, c'est que l'on a un certain nombre de choses, notamment des attributs, notamment l'attribut function name qui est nécessaire en fait, pour que le moteur d'Azure Function découvre de manière automatique, toutes les méthodes que vous voulez exposer à Azure Function. Et ensuite, on a ici, parce que j'ai choisi HTTP Trigger avec OpenAPI, a en fait des attributs qui vont vous servir à décrire votre opération, à décrire votre méthode. Et ça va générer automatiquement une documentation d'API et une interface pour pouvoir venir tester son API. Donc, et c'est un standard, hein, OpenAPI ou Swagger, si vous avez peut-être entendu parler de Swagger, c'est un standard qui existe à travers un certain nombre de frameworks, et les Azure Functions peuvent automatiquement générer la définition OpenAPI des API que vous codez et que vous exposez. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a des choses en fait que je fais en général dès que j'arrive, dans un fichier de function, et que je vois pas beaucoup, chez les projets de clients, ou des projets d'exemple. Alors, je vais laisser ici function 1, bien évidemment dans la vraie vie, il faudrait le renommer. Mais par exemple, ici, on a une méthode qui s'appelle run. En réalité, on peut donner ce nom-là, enfin le nom de la méthode, on peut l'appeler comme on veut. Et donc par exemple, on peut l'appeler, hello world. Puisque ici, c'est, la méthode qui va dire hello, si on lui répond bien. Voilà, on le voit ici, hello et le nom de ce qui a été passé en paramètre. Hem, mais ce nom-là, run, enfin hello world est exposé à personne, finalement. Par contre, on voit ici qu'il y a un nom de fonction, function one, qui, en fait, va être utilisé. On va le voir quand on va lancer l'application. On va avoir la liste des fonctions et ça peut être hérité aussi ailleurs. Par exemple, ici, on a un ID d'operation qui s'appelle run par défaut, mais ça va pas être très parlant, dans notre interface. Et bien, ce que je fais, c'est que j'utilise une fonctionnalité de C# qui existe depuis assez longtemps, qui est le name of hello world, et que je réutilise
ici également, dans l'ID d'opération, Hello World. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que nameof, en fait, ça va remplacer la valeur qui est écrite ici au moment de la compilation. Ça veut dire que si je regarde le code compilé, en fait, c'est pas comme si j'avais fait nameof. Hop là, c'est comme si j'avais écrit tout simplement, entre guillemets, hello world. Si je regarde le résultat compilé, ça fera, si j'oublie pas la parenthèse, ça fera ça. Donc en termes d'exécution de code, ça change strictement rien, que ce soit en termes de performance ou autre. C'est juste une aide en fait d'écriture qui va être résolue à la compilation. Mais le gros avantage de ça, versus laisser la chaîne de caractères, c'est que ici je peux faire un rename. Et donc par exemple, je peux l'appeler hello méthode. Et automatiquement, ça va remplacer, puisque ici c'est une référence, ici c'est une référence à ce nom-là. Donc tous les outils de refactoring en fait vont fonctionner. Et automatiquement, quand je vais faire F5, alors, une petite erreur de build, qu'est-ce que j'ai fait? Nameof, ah oui, le nameof, on finit la parenthèse, bien sûr. Quand je vais builder, vous allez voir dans la console qui est en train de s'ouvrir, qui va lister les méthodes qui sont exposées par cette Azure Function, directement le nom, le nom de ma méthode. Voilà, donc ça c'est juste une petite astuce. Si vous faites déjà de l'Azure Function, c'est quelque chose voilà, que je trouve assez intéressant et pratique sur la vie du projet sur le long terme. Donc là, on est en train de compiler le projet et de lancer l'exécution. C'est un petit peu lent. C'est probablement dû au premier démarrage. Et là, ce que je veux voir, c'est juste avoir voilà, le hello world qui s'affiche. Et puis ensuite, on va revenir sur notre projet pour ajouter la base de données, pour parler Cosmos DB. Alors, je vais relancer mon build. Ah oui, voilà. Non, ça, je m'en fiche. C'est pour ça, c'est pour ça que j'avais l'erreur, parce que j'avais une fenêtre qui s'est affichée derrière que je n'ai pas vue. Voilà. Donc là, le SDK en fait Azure Function est en train de démarrer. Et là, me liste la liste des méthodes, des endpoints de l'API. Et là, vous pouvez vous dire, mais j'ai fait que hello méthode, donc ça marche. Le fameux nameof, hein, on peut le voir ici, hello méthode. Par contre, là, j'ai plein de choses qui se sont affichées. Alors, je vais prendre le dernier en exemple. Puis je vais ouvrir mon navigateur web. Puis je vais aller voir ça. Et là, en fait, c'est la fameuse documentation qui est autogénérée par OpenAPI et par Azure Function dont je vous parlais. Et donc là, on peut voir ma méthode hello méthode avec ici un tryout. Ça veut dire que je vais pouvoir tester directement ma méthode dans le navigateur sans avoir eu à coder de client. Et là, on voit donc Hello Chris. Et donc ça, c'est super utile. Ben, voilà, la documentation de l'API est automatiquement faite. Si je change un paramètre, ça va changer ici. Si je renvoie un objet et que je change le type de cet objet, ben, la documentation va être automatiquement générée. Et ça, je peux le partager à d'autres développeurs. Par exemple, si je suis développeur back-end et qu'il y a des devs front-end, ben, les devs front-end vont pouvoir avoir un outil pour pouvoir tester toutes les méthodes d'API. Si vous avez des testeurs, c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment un outil que je trouve super pratique. Donc là, on va arrêter l'exécution de ma démo et je vais repasser en mode normal. Pour maintenant, donc là, j'ai une méthode, mais l'objectif, en fait, c'est bah, d'arriver à du code qui prend une demande de procuration en entrée et vient la traiter et la sauvegarde dans Cosmos DB. Donc, il me faut ce Cosmos DB. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur le portail Azure, créer un compte Cosmos DB, prendre la chaîne de connexion et venir l'intégrer dans les paramètres de l'application. Mais ça, quand on travaille en local, bah, ce n'est pas forcément le meilleur moyen parce que ça vous oblige à avoir un Cosmos DB qui est ouvert dans Azure et puis une connexion Internet qui soit de qualité pour pouvoir bosser au quotidien. Mais ce que vous pouvez faire désormais, c'est dans ce petit morceau de l'arbre de la solution, Connected Services. Vous voyez déjà que j'ai l'émulateur Azurite, l'émulateur du stockage Azure qui est déjà démarré. Et d'ailleurs, si on veut voir ça, non, ce n'est pas les extensions que je veux faire. C'est
Je dois l'avoir dans les autres fenêtres conteneurs, puisqu'en fait, j'ai un conteneur Docker, qui tourne et est-ce que c'est celui-là? Je ne suis pas sûr. Proxys, non, ça, c'en est un autre. Mais en fait, si je le lance, ah oui, j'ai arrêté mon projet. Mais si je lance mon projet, je vais avoir le conteneur en fait qui va venir s'afficher, Azurite qui va venir s'afficher ici. Mais en fait, il y a un certain nombre de connected services que l'on a ajouté dans Visual Studio et on est en train d'en ajouter d'autres. Et donc, par exemple, si je voulais utiliser Azure App Configuration, qui est un outil qui permet de centraliser la configuration de votre application, ou une base de données SQL Server, ou dans notre cas Cosmos DB, eh bien, je peux venir ici dans Connected Services, cliquer sur Azure Cosmos DB. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir ajouter la configuration nécessaire pour pouvoir utiliser ce service. Et dans ce cadre-là, si j'utilise Azure Cosmos DB Emulator on container, eh bien en fait, je vais avoir un conteneur Cosmos DB qui va venir s'exécuter en local. Alors, si je tape Cosmos DB, hop là. Donc ça va automatiquement me créer les bonnes entrées dans le fichier de settings pour pouvoir se connecter à cette base de données. Donc ensuite, j'ai juste à utiliser mon code et le SDK Cosmos DB ou le SDK Azure Function pour venir me connecter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le projet. Alors, je n'ai pas écrit le code, je vais vous montrer le code dans un instant, mais je veux juste vous montrer cet émulateur Cosmos DB. Donc, si je reviens ici, normalement, si ma démo fonctionne dans Conteneur, et sinon, on va aller voir dans Docker. Voilà, j'ai ici donc mon VS Cosmos DB qui est démarré et je dois avoir un certain nombre de ports, notamment le 8080 qui est exposé. Alors, ça ne marche pas, c'est normal, c'est parce qu'il faut connaître l'URL. Et là, c'est normal aussi, puisque en fait, ça génère un certificat self-sign certificat, un certificat auto-signé. Donc, il faut que j'accepte. Mais là, vous pouvez voir que je suis en train, en local, d'exécuter Azure Cosmos DB et je vais pouvoir travailler avec. Ça veut dire que je vais pouvoir venir ici, créer une nouvelle base de données. Donc, par exemple, ici, ProxyVote. Là, je vais laisser les informations par défaut. Et puis, en fait, dans une base de données Cosmos DB, on ne va pas créer des tables comme on pourrait le faire avec une base SQL. On va venir créer des conteneurs. Et donc là, je vais pouvoir créer un conteneur avec, par exemple, applications, donc des demandes. Alors, il faut une clé de partition. Ça, c'est nécessaire pour Cosmos DB. Donc, c'est un champ en fait qui permet de répartir l'intégralité des enregistrements sur différents serveurs, sur différentes partitions. Donc, je sauvegarde ça. Et puis, bah, là, je vais pouvoir venir créer des nouveaux documents. Donc, les documents sont des documents au format JSON. Et donc là, par exemple, je pourrais faire applicant, si je fais ça en anglais, donc qui fait la demande, avec le prénom, Christopher, le nom de famille, last name, hop, Maneux, et puis les informations sur le proxy voteur. Donc, qui va avoir, pardon, j'ai un petit souci de clavier, qui va faire en fait la demande de procuration à ma place, copier, coller. Et donc là, je vais mettre mon collègue Julien. Voilà. Et puis là, je peux enregistrer. Et donc en local. Donc là, je travaille vraiment avec mon Cosmos DB entièrement en local. Oui, j'ai pas mis un ID. Hop, ça va peut-être ne pas apprécier. Et après, je vais pouvoir venir explorer mes documents. Et une autre chose qui est super intéressante dans cet émulateur Cosmos DB, si vous regardez les variables d'environnement, c'est Enable Data Persistence. En fait, ça utilise, si vous connaissez Docker, ça utilise un volume Docker derrière qui va être persisté entre les redémarrages. Ça veut dire que là, je peux arrêter mon projet, mon debug, ça va arrêter le conteneur. Et si je le redémarre, par exemple, demain, eh je vais retrouver les données que j'ai déjà créées. Donc, vous avez vraiment une expérience de développement local qui est super agréable et qui est comme si vous utilisiez le service dans Azure. Voilà. Donc,
Là maintenant, bah, il faut que je me connecte à cette fameuse base de données Cosmos DB, et puis, que j'enregistre, que j'ajoute l'enregistrement. Vous avez 3 moyens de faire cela. Le premier, c'est d'utiliser, les outputs, de l'Azure Function. Donc laissez-moi, aller sur la documentation. Oui, alors ça, c'est une erreur parce que j'ai pas changé l'ID. J'avais laissé l'ID par défaut et l'autre chose que j'ai ratée, dans ma démo, parce qu'on va quand même finir, cette partie de la démo là, c'est que je n'ai pas mis le champ partition key. Partition key, heu et là, on va choisir 1, ça c'est juste pour la démo, c'est juste pour vous faire un enregistrement et là, il considère que, voilà, c'est pas un nouvel élément, voilà et là, il l'a enregistré. Alors, Azure Function, hem, Cosmos DB et output. Et là, vous allez tomber directement sur la documentation, on est là dans la documentation d'Azure Functions sur les fameux, outputs. Donc je vous parlais tout à l'heure quand je vous introduisais Azure Function, je vous disais Azure Function, c'est principalement 2 choses. Un input, qu'est-ce que vous recevez en entrée, de l'exécution de votre code et puis un trigger, qu'est-ce qui réveille votre code. En fait, il y a un troisième élément, c'est l'output, c'est, quel est le résultat de l'exécution de votre méthode. Et ce qu'il y a d'assez, génial en termes de développement, de facilité de développement sur Azure Function, c'est que vous avez différents outputs, mais que, ces outputs-là, en fait, vont travailler pour vous. Et là, on a vraiment un exemple, avec la documentation ici sur Cosmos DB. Imaginez que vous gérez une liste de tâches à faire, donc vous avez une classe C# to do avec un ID et une description. Et bien, en fait, si vous souhaitez hop là, on va prendre un exemple si je suis bien sur l'autre pute. Oui. Si vous souhaitez tout simplement, enregistrer, ce document dans une collection Cosmos DB, eh bien, en fait, vous allez pouvoir déclarer un paramètre à votre fonction ou tout simplement la valeur de retour de votre fonction, hem, où en fait, vous allez envoyer cet objet-là, juste dire: «Attention, ce paramètre out document, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux tout envoyer dans Cosmos DB, dans une base de données qui a ce nom-là, dans cette collection qui a, ce nom-là et comment tu te connectes à cette base de données? Voici le nom du paramètre, du settings qui contient la chaîne de connexion et c'est tout. Vous n'avez même pas à utiliser le SDK Cosmos DB à comprendre comment ça fonctionne et ça, c'est par exemple le cas aussi pour, envoyer des messages dans une file de messages, Evenviews, Kafka, RabbitMQ. En fait, vous êtes juste output ou un return et vous avez juste, via un attribut, connecté cet output à quelque chose de réel et c'est tout. Et je trouve ça assez fantastique parce qu'en fait, il y a plein de choses que l'on peut faire. Par exemple, envoyer des emails, ben, en fait, on retourne juste un objet email avec le destinataire, l'objet, le message et on n'a pas à utiliser un SDK, tout ça, c'est fait pour nous par Azure Function. Alors maintenant, je vais switcher vers, mon vrai projet que j'ai codé, avant le début de ce live coding. Alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé un numéro, je ne sais pas si dans le chat, si c'était pour, il y a plusieurs numéros dans le chat, je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, à rejoindre le chat et à me poser la question. Là, je viens d'ouvrir un Visual Studio sur le projet que j'ai déjà développé, parce que je vais vous montrer une architecture un petit peu plus aboutie, de ce que l'on peut faire avec Azure Function et Cosmos DB. Alors, tout le code que je vous montre ici va être open sourcé demain. Donc vous pourrez, cloner, observer ce code-là, comme vous le voulez, dès demain. Donc ici, le projet est un petit peu plus complet. Je vais avoir, mon front, qui est donc le projet Blazor WebAssembly. Je vais avoir le back, donc c'est là où j'ai mon Azure Function, d'accord? Et puis, je vais avoir un différent, projet, notamment le projet core dans lequel j'ai défini mes entités. Alors mes entités, vous les voyez, ici à l'écran, c'est des classes C# totalement standards et qui n'ont aucune spécificité par rapport à Cosmos DB. D'accord? Donc par exemple, ici, l'application, c'est-à-dire la demande pour enregistrer, un vote par procuration, elle est représentée par cet objet-là. Elle a un ID, une date de création et puis, un objet qui contient
qui fait cette demande, à savoir moi, et un objet proxy voteur à qui je délègue le droit de voter et jusqu'à quand. Et puis, bien évidemment, après, dans l'objet applicante et proxy voteur, vous imaginez bien nom, prénom, date de naissance, enfin voilà, les informations très classiques. On l'a vu, j'en ai pas parlé trop, je vous allais présenter vite, très rapidement. Dans, Cosmos DB, tous les enregistrements, tous les documents que vous créez ont besoin d'avoir au minimum 2 champs. Le premier champ, c'est un champ ID, qui de préférence va être unique et le deuxième, c'est un champ partition key qui va permettre de partitionner les documents. Je vous disais en introduction que quand on faisait le design d'architecture, que Cosmos DB était un produit, une base de données qui était capable de scaler quasiment jusqu'à l'infini. Bon, ben, il y a pas de mystère, il y a forcément une technique pour pouvoir scaler autant et la technique, elle est simple. Au lieu d'essayer d'avoir un serveur qui soit le plus gros possible, et qui est donc, la base de données la plus grosse possible, eh bien, en fait, on va, éclater, diviser, notre base de données sur un grand nombre de serveurs. Alors ça sera peut-être que 3 ou 4 serveurs si vous avez peut-être votre base de données, mais ce sera peut-être une centaine de serveurs si vous avez une base de données qui est vraiment énorme. Et en fait, la clé de partition, ça va nous permettre de créer justement ces partitions logiques, de savoir comment on peut découper vos données pour que ça fasse du sens, en termes de performance et en termes d'élasticité. Il y a plein de choses à savoir pour choisir une bonne clé de partitionnement. Je vous invite à aller voir, la chaîne YouTube Cosmos DB, je vous mettrai le lien ou à aller voir la documentation de Cosmos DB qui vous explique un certain nombre de techniques pour pouvoir bien choisir sa clé de partitionnement. Ça demande des fois un petit peu d'expérimentation en fonction de ces données pour arriver à trouver la clé qui est la plus pertinente. Pour revenir à notre code, vous voyez ici que je n'ai absolument pas de choses spécifiques dans mon objet par rapport à Cosmos DB. J'ai un registration ID qui pourrait être l'ID unique de mon document, mais j'ai pas de clé de partition. Maintenant, on va essayer de venir utiliser ce document-là, non pas avec l'intégration d'Azure Function, mais directement. Par exemple, si vous n'utilisez pas Azure Function et que vous voulez quand même utiliser Cosmos DB, une application desktop qui pourrait communiquer directement avec la base de données ou une application serveur qui est faite par exemple en ASP.NET, eh bien, vous avez deux choix principaux en .NET. Le premier, c'est d'utiliser le SDK Cosmos DB et le deuxième, c'est d'utiliser Entity Framework, notre ORM maison pour .NET. Si vous n'êtes pas développeur .NET, comme je vous l'ai dit précédemment, on a un SDK Cosmos DB, notamment en Python, en Java, en Node.js, en JavaScript. Donc vous pouvez tout à fait utiliser Cosmos DB depuis un autre langage que C# et une autre plateforme que .NET. Alors dans cette application, vous allez avoir les 2 exemples d'usage. Vous allez avoir ici un petit projet, assez sympathique. Enfin, j'aime bien moi faire ça sur mes projets. C'est un projet en fait qui va générer des données. L'idée en fait, c'est d'avoir une base de données qui ne contient pas juste mes 10 enregistrements de tests, mais qui contient un volume d'enregistrement un petit peu plus important. Et donc j'ai utilisé, ce petit, projet-là qui est une application en mode console pour générer plus d'1 million de demandes de procuration. Et notamment demain, je vous le rappelle, il y a la session sur la partie data. Donc on va venir requêter ce million d'enregistrements. Et donc là, ce programme-là, vous voyez que j'appelle ici le SDK Azure Cosmos. Alors c'est pas très très compliqué. Il faut que, alors je vais vous faire un petit peu de place. Alors je vais revenir, c'est Alt Shift Entrée. Voilà. Je déclare un client Cosmos DB en lui passant en paramètre eh bien, le nom de ma base, la chaîne de ma connexion, la clé de connexion. Je récupère la base de données ici. Et là, ici, je la crée si elle n'existe pas. Ensuite, je crée mes différents conteneurs qui vont contenir donc mes différents documents s'ils n'existent pas. Et ensuite, donc si je cherche conteneur, et en fait, je vais simplement appeler create item async. Par contre, l'objet que je passe ici doit contenir les fameux champs partition key et les champs ID. Alors, si je reviens sur mon projet, l'autre chose que j'ai fait sur ce projet-là, c'est que j'ai essayé d'avoir une architecture qui s'approche, si vous l'avez entendu parler, de l'architecture hexagonale, à savoir en fait que j'essaie d'avoir le code des fonctions, si on va voir le code de mes fonctions,
Faisons un petit peu de place avant d'y aller. Endpoint registration. Voilà. Donc ça, c'est le code en fait, c'est la méthode qui va recevoir en poste un objet registration et que je vais venir sauvegarder du coup dans ma base de données, dans ma base de données Cosmos. Donc on remplit le formulaire à la fin du formulaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'application. C'est mon erreur. Mais cette application est live. Vous pouvez y aller. Si vous regardez, vous pouvez y aller aussi. Et donc on peut enregistrer donc, la demande, remplir des informations sur vous, nom, prénom, sur à qui vous déléguez vos droits de vote et jusqu'à quand. Et quand vous appuyez sur ce bouton Submit, ça appelle cette méthode-là et qui appelle ici un service. Donc là, ce que j'ai fait, le parti pris, c'est que je vais créer une Azure Function, mais en fait, tout le code métier n'est pas stocké dans l'Azure Function. L'Azure Function ne fait que exposer mon code. De cette manière-là, si je veux créer une autre API ou l'utiliser d'une autre manière, eh bien, je n'ai pas à appeler de manière fake, entre guillemets, mon Azure Function. Je peux appeler le code métier directement et du coup, le code métier est portable si jamais on devait le sortir de Azure Function. Et donc là, j'ai un service qui gère les registrations qui lui est indépendant de qui va stocker les données. L'idée plus tard, en fait, c'est d'améliorer cette démonstration pour montrer qu'on peut aussi la stocker dans PostgreSQL, juste en changeant quelques lignes de code. Et du coup, j'ai un provider de base de données pour juste ce champ-là. Et donc, du coup, j'ai un autre projet. Alors, ça fait un petit peu de cascade, hein, c'est vrai, mais c'est pas forcément la solution que je recommande pour tout le monde. Mais ici, ce que je voulais, c'est la flexibilité du stockage. C'est pouvoir réutiliser mon code métier pour pouvoir le stocker dans du Cosmos DB ou dans d'autres types de bases de données. Donc, c'est pour ça que j'ajoute de la complexité, mais c'est pour me laisser la liberté de changer des éléments importants de mon projet. Et là, c'est dans ce projet-là, Core Adapters DB, que je vais venir vraiment en fait utiliser ma base de données avec Entity Framework. Et là, un des gros avantages des dernières versions d'Entity Framework, c'est qu'il supporte nativement Cosmos DB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, j'ai juste des objets, le fameux objet proxy application que je vous montrais tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec Cosmos DB. Et je vais pouvoir dire dans Entity Framework, attention, là, je te crée un contexte Entity Framework, mais dans ce contexte-là, en fait, toutes les entités de type proxy application, elles sont en réalité gérées par un conteneur Cosmos DB. Le nom du conteneur dans lequel tu dois stocker les objets de ce type-là, c'est application. La clé de partition, ben, je vais te donner le moyen en créant une propriété partition key de te dire comment la générer et comment la stocker. Ça veut dire que la clé de partition n'est vue que par Entity Framework, mais elle n'est pas vue par mon application. Entre guillemets, je ne contamine pas mon application, mon code applicatif avec un prérequis de Cosmos DB. Et puis la fameuse clé unique du document, eh bien, c'est le champ registration ID. Et là, Cosmos DB va s'occuper, Entity Framework, pardon, va s'occuper de tout pour moi. Donc voilà, si vous utilisez déjà Entity Framework dans le projet existant et que vous voulez tester Cosmos DB, ben, sachez que tout est supporté et que plus vous allez avancer dans votre compréhension de Cosmos DB et plus vous allez vouloir faire des choses assez précises, mais en fait, vous allez pouvoir les faire même en utilisant Entity Framework. Alors, il nous reste encore un quart d'heure de live coding et puis après, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu et répondre à vos questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, je regarde mes notes pour voir ce que je voulais ensuite vous montrer. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la partie déploiement. Donc là, j'ai codé mon application, j'ai utilisé mon émulateur Cosmos DB en local et maintenant, il va falloir que je mette en production tout ce code-là, finalement. Donc pour ça, j'ai plusieurs choix. Je pourrais ouvrir le portail Azure. Alors revenons sur mon PC et je vais ouvrir le portail Azure. Et là, dans le portail Azure, bah, bien évidemment, je vais pouvoir créer mon Azure Function, je vais pouvoir créer mon Azure Static Web App et créer mon Cosmos DB. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait ici.
donc dans le resource group Proxyvote, vous voyez, j'ai, mon Azure Function, application de fonction en anglais, en français. J'ai ma base de données, mon serveur Cosmos DB. Alors j'en ai plusieurs pour différentes démos, et mon application Static Web Apps, qui va héberger, comme vous le voyez, mon front, mon application, Blazor WebAssembly. Mais ça va me demander de venir ici, dans le portail, de créer une ressource, de choisir les différentes informations, de les remplir, de les faire à la main. Et si je dois faire ça pour avoir un environnement de développement, puis un environnement de test, de recettes, de pré-prod, puis un environnement de production, ben, je vais devoir refaire ces choses-là plusieurs fois. Je ne suis pas sûr de déployer exactement les mêmes choses. Il faut que je me souvienne des paramètres que j'ai stockés, que j'ai indiqués à chaque fois. Donc, c'est pas très, très efficace. Et puis, il va falloir que je déploie mon code à chaque fois, depuis l'Azure Function. Donc, si je reviens, dans mon Visual Studio, que je reviens sur celui-là, bien évidemment, je pourrais faire un clic droit Publish. Et là, je pourrais dire, ben, je déploie dans Azure, puis je vais venir, sélectionner ma souscription, et cetera, et déployer le code. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je fasse ça. Bien évidemment, il y a une meilleure solution. La meilleure solution, ça s'appelle l'infrastructure as code. Cela veut dire qu'on va décrire dans des fichiers de code quelle est l'infrastructure que l'on souhaite déployer. Et puis, on va demander à Azure, à la ligne de commande d'Azure, eh bien, de nous déployer ça pour nous. De cette manière-là, vous pouvez versionner, puisque ce sont des fichiers de code, vous pouvez versionner votre infrastructure, automatiser votre infrastructure, par exemple, sur différents environnements. Sur Azure, vous avez plusieurs solutions de faire ça. Pour faire ça, vous pouvez utiliser les templates, Azure ARM, qui sont la manière historique de le faire. Vous pouvez utiliser le nouveau langage de description d'infrastructure pour Azure, Bicep, qui a une syntaxe simplifiée, ou vous pouvez utiliser un outil open source du type Terraform. Mais si vous êtes dev, par exemple C# ou autre chose, ça veut dire que vous avez encore un nouvel langage à appréhender, encore un nouvel outil à apprendre, à apprendre à vous en servir et à écrire votre code, un autre code dans un autre langage, et cetera. C'est pourquoi, avec, un collègue, nous avons créé Nubgen. Nubgen, c'est un outil qui est open source, donc n'hésitez pas à, starer le projet si, vous l'appréciez, ou à nous remonter une issue, ou à venir nous joindre dans la discussion sur le projet, GitHub, qui vous permet en fait de générer pour vous tout ce code d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais choisir mon outil d'infrastructure. Prenons Bicep. Je vais donner un nom à mon projet, Proxyvote. Je vais choisir une région par défaut, une région Azure dans laquelle déployer mon projet. Ici, Cocorico, choisissons France centrale. Je vais choisir un type d'application. Je suis sur une application serverless que j'ai écrit en .NET, et je vais le plan, consumption, pas le plan en premium. Je veux une base de données. Alors en fait, j'ai Cosmos DB, qui est ici, et puis je vais aussi ajouter du monitoring de mon application, et puis enfin, je vais ajouter du GitOps, ce qui va me permettre d'utiliser GitHub Actions pour pouvoir déployer, mon projet. Et je clique ici, Download Configuration File, et ça va me générer à la volée, l'ensemble du code Bicep et, des GitHub Actions qui vont déjà être préconfigurés pour tous mes choix, et que bien évidemment, je vais pouvoir augmenter, personnaliser, par la suite si je le souhaite. Alors, on va voir ce que ça donne dans, un vrai projet. Donc je vais retourner sur mon projet Proxyvote pour vous montrer 2 choses. La première, eh bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce code, et notamment ce code Bicep, et pour ça, je vais appuyer sur la touche point dans GitHub, et oui, c'est tout. J'appuie juste sur point. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'ouvrir le web editor, de GitHub, et grâce à ça, en fait, vous allez avoir un mini Visual Studio Code qui va tourner dans le navigateur, et vous voyez que j'ai déjà utilisé, cet outil-là, et donc du coup, ça a sauvegardé, en fait, la recherche que j'étais en train de faire, et les onglets que j'avais déjà ouverts auparavant. Mais vous allez pouvoir avoir un mini, Visual Studio Code qui tourne. Ça, c'est valable sur tous les projets open source, vos projets à vous, et c'est entièrement gratuit. Et des fois, c'est quand même beaucoup plus simple d'explorer le code comme ça que, d'explorer le code avec l'interface, GitHub, surtout si on ne connaît pas trop le projet, sur lequel on est en train de travailler. Donc là, si vous voulez voir le code d'infrastructure,
cette infra as code, tout est dans le dossier infrastructure. Vous aurez accès à ce code source, comme je vous le disais, demain. Et là, vous pouvez voir le code, Bicep. Alors en fait, ce code Bicep est assez simple puisque nous avons généré dans Nubgen des modules, qui en fait encapsulent, le code d'infrastructure, pour les services spécifiques. Du coup, vous pouvez vraiment c'est vraiment du code, hein, ça veut dire que vous pouvez faire de l'héritage, vous pouvez faire des dépendances, entre différentes, parties de votre code. Vous pouvez créer des paramètres, c'est ce qu'on fait si on prend le module Cosmos DB ici, mais en fait, je vais avoir des paramètres d'entrée avec une description automatique de ce. Enfin, pas automatique, j'ai dû l'écrire, mais une description intégrée des différents paramètres. Vous allez pouvoir déclarer des variables. C'est ce que je fais par exemple ici, des variables qui sont réutilisées. Donc c'est vraiment du code. Et ça vous permet d'automatiser les choses de manière assez intéressante. Ensuite, ce code-là, il va être appelé par des GitHub Actions. Donc les GitHub Actions, elles sont décrites au format YAML. Et ça aussi, ce sont des choses que l'on va venir générer pour vous dans Nubgen. Qu'est-ce que ça donne au final? Ben, vous allez pouvoir voir ici dans la tab Action. Alors ici, c'est mon end-to-end deployment. Et en fait, ici, vous voyez que j'ai différentes étapes qui vont builder mon application, déployer mon infrastructure sur Azure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer l'intégralité des services Azure que j'utilise pour cette démonstration, plus déployer par exemple pour Cosmos DB ma base de données et mes conteneurs. Et une fois que mon application est buildée et que mon infrastructure est prête, eh bien, je vais paralléliser le déploiement d'un côté de mon API et de l'autre de mon front Blazor sur Azure Static Web App. Donc voilà, donc ça c'est assez sympathique et surtout ça vous permet très rapidement eh bien, d'avoir un environnement de développement un environnement de déploiement qui est complet, qui est répétable. Et l'autre chose que l'on supporte dans Nubgen, c'est ce qu'on appelle le GitOps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'on va pouvoir gérer un environnement par branche. Ici, j'ai ma branche main, qui est ma branche de travail principale. Mais si je crée env-prod et que j'appuie sur Create Branch, eh bien, ça va me déployer un nouvel environnement qui est totalement séparé de mon environnement main. Et vous pouvez comme ça créer autant d'environnements que vous le souhaitez sans avoir à modifier votre code, puisque toute l'infrastructure as code est paramétrisée. Et donc, il suffit juste de passer le nouveau nom de l'environnement que l'on traite dans l'infrastructure as code. Bien évidemment, l'infrastructure as code suit le même processus que le dev de votre code classique. Ça veut dire que vous pouvez faire des pull requests, vous pouvez les review, vous pouvez tester que le code Bicep ou le code Terraform est correct pendant votre pull request. Et ensuite, quand vous validez la pull request ou quand quelqu'un vous valide la pull request, alors là, seulement à ce moment-là, on fait modification d'infrastructure. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à tester Nubgen. C'est open source, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est un projet bien évidemment qui est gratuit. Alors je regarde si dans le chat il y a quelques questions. A priori, tout bon. Je voulais vous montrer, si je reviens à ma souscription Azure, d'autres petites choses dont je vous ai parlé au début, mais qu'on n'est pas allé creuser. Là, ici, l'architecture que j'ai déployée est une architecture donc entièrement serverless qui, a priori, est capable de scaler de manière assez importante. Mais le fait est qu'on ne l'a pas testé. Donc, on ne sait pas vraiment si notre architecture est scalable. On s'en doute d'après les scalability target, mais il est tout à fait possible, par exemple, que dans notre code, eh bien, notre code ne soit pas optimisé et finalement que l'on n'arrive jamais à atteindre le maximum de la plateforme parce que le goulot d'étranglement, finalement, ben, c'est notre code. Avant ça, ben, il fallait, réaliser des tests de montée en charge. Les tests de montée en charge, il y a plein de langages et plein d'outils pour venir les exécuter, mais il n'y a pas vraiment d'outils sur Azure, pour, utiliser la puissance d'Azure pour pouvoir exécuter ces tests de montée en charge. Jusqu'à il y a quelques mois. Il y a quelques mois, nous avons, annoncé Azure Load Test Service, qui permet justement de faire ça. Alors, je vais ouvrir Azure Load Testing. Et puis, je vais revenir 2 secondes sur mon code, puisque en fait, dans Azure Load Testing, on utilise en fait un outil qui s'appelle le JMeter, qui est un outil open source pour décrire
des tests automatisés, notamment web, mais pas que. Et là, vous avez donc le XML qui décrit en fait le test que je vais réaliser, le nombre de clients que je veux, comment je vais générer la charge de ces clients, est-ce que c'est de manière brutale ou est-ce que je vais monter petit à petit, quelles sont les requêtes que je vais faire, etc. Bon, le fichier là, XML, il est peut-être pas très lisible, vous inquiétez pas, vous avez des outils graphiques qui vous permettent de créer des requêtes. Et donc, vous n'avez pas besoin d'écrire ce fichier-là XML à la main. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez pouvoir uploader ce fichier de description de test dans Azure Load Testing. Et puis, vous allez pouvoir exécuter, lancer un test de montée en charge directement depuis Azure Load Testing. L'avantage d'utiliser un service comme Azure Load Testing, c'est que vous n'avez pas à gérer l'infrastructure pour générer ces tests de montée en charge. Si vous voulez simuler 50, 100, même peut-être 200 clients, vous pouvez tout à fait le faire depuis votre poste de travail. En général, si vous avez un ordinateur qui est relativement récent et performant et une bonne connexion Internet, vous devriez pouvoir arriver à générer la charge de 100 clients simultanés sans problème en local. Mais par contre, si on parle de gérer des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'utilisateurs, eh bien en fait, il faut utiliser un cluster pour pouvoir faire cette montée en charge. Et c'est justement toute cette complexité qui vous est abstraite par Azure Load Testing. Donc j'ai effectué il y a quelque temps des tests de montée en charge. Alors c'est peut-être pas le plus impressionnant, celui-là. On va essayer d'en trouver un autre, qui était un petit peu plus fourni, en nombre d'utilisateurs. Peut-être celui-là. Voilà, presque 200 millions, 200 presque 200 000, pas 200 millions, presque 200 000 de requêtes, en 1 minute. Donc c'est, pas si mal que ça. On a exécuté sur Azure Function, 2 800 requêtes par seconde. Et on a ici un pourcentage d'erreur. Donc ça fait partie des choses. Alors, le temps de réponse et le pourcentage d'erreur qu'on va venir regarder justement en détail. Et vous avez en fait un certain nombre d'éléments, notamment le type d'erreur, et vous allez pouvoir connecter en fait Azure Load Testing à tous les outils de monitoring qu'on a dans Azure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, toutes les données de télémétrie de la base de données, de votre service applicatif, de Azure Function, vont être remontées directement dans Azure Load Test pour pouvoir vous aider à analyser ce qui s'est passé. Parce que même si la plateforme est capable de scaler beaucoup plus que les chiffres que l'on a vus là, eh bien, il y a un temps de scaling. Ici, on est vraiment passé d'une application qui est éteinte, entre guillemets, donc avec le fameux cold start dont je vous parlais tout à l'heure, à de suite un grand nombre de requêtes par seconde. Donc forcément, quand on a quand on subit une charge comme ça, une augmentation de charge qui est instantanée, puisque là on passe vraiment de la seconde 0, j'ai 0 utilisateur sur mon site, et la seconde 1, j'ai 2000 requêtes sur mon site, eh bien tous les mécanismes d'auto-scaling doivent se mettre en marche et mettre quelques temps. Et donc pendant ce temps-là, eh bien, on a une augmentation de la latence et on peut éventuellement avoir une augmentation du taux d'erreur. Ici, il est relativement maîtrisé, en sachant que dans mon code que j'ai utilisé là, quand j'ai fait ce test-là, j'avais pas par exemple de retry. Et comme j'arrivais à la limite de Cosmos DB serverless, c'est normal que j'ai des erreurs. En fait, ce pourcentage-là d'erreurs, il est lié à principalement à Cosmos DB et un petit peu à des requêtes qui n'ont pas réussi à atteindre le serveur pendant que les serveurs étaient en train de scaler. Mais encore là, c'est une charge très très rapide sur un outil serverless. Mais en tout cas, vous avez tous les éléments pour pouvoir diagnostiquer justement ce qui va empêcher votre montée en charge ou ce qui va à un moment donné limiter votre montée en charge. Ici, je n'ai plus les détails des erreurs qui s'affichent parce que j'ai exécuté ce test de montée en charge en février. Et donc, du coup, je ne conserve pas dans ce projet-là les données d'historique aussi longtemps que ça. L'autre chose qui est super intéressante sur Azure Load Test Service, Azure Load Testing, pardon, c'est que vous pouvez intégrer en fait ces tests de montée en charge. Normalement, je ne sais pas si on le voit là. Voilà, ici, vous pouvez intégrer ces tests de montée en charge dans un processus de CI/CD. Ça veut dire que dans votre pipeline de déploiement, vous pourriez par exemple toutes les nuits ou avant de faire un déploiement en production, vous pouvez déployer votre load test, l'exécuter sur une infrastructure de test, peut-être pas le faire en production, pour voir si vous n'avez pas des régressions
et non notamment pour pouvoir détecter si vous n'avez pas eu des modifications de code qui impactent significativement votre capacité à prendre en charge, du trafic. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité assez intéressante, de Azure Load Testing pour pas vous assurer juste à l'instant T, que votre code et votre infrastructure tiennent la charge, mais pour être sûr que sur la durée, votre code et votre infrastructure, tiennent la charge. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant que je vous recommande, de creuser. Hem, alors, on va arriver, presque déjà à la fin de ces 2 heures, ensemble de live coding. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va avoir le temps là pour des questions-réponses sur le chat. Si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à venir m'interpeller sur Twitter, @cmaneux. Mais, je voulais faire un petit recul sur ce que je vous ai présenté, et notamment sur l'architecture. Ici, on déploie dans une Azure Function, ça veut dire que, les utilisateurs sont directement en contact avec l'Azure Function et l'Azure Function, elle est «ouverte» entre guillemets à internet. Ça implique un certain nombre de choses, ça implique que tout ce qui est, gestion de la sécurité des droits d'accès, par exemple, doit être fait au niveau de l'Azure Function. Et ça implique aussi, bien que s'il y a du trafic malveillant, bah, ce trafic malveillant va directement arriver sur votre Azure Function. Hem, Ce n'est pas forcément une stratégie que vous voulez adopter pour du long terme. Ça peut fonctionner en fonction des projets, en fonction de vos cas d'usage. Vous pouvez tout à fait utiliser uniquement Azure Function. Mais quand on expose une API, sur internet, en général, on va essayer de mettre un certain nombre de protections devant cette API. Et un des services que l'on peut utiliser, c'est, Azure API Management, qui est une API Gateway managée, qui existe en mode serverless. Ça veut dire que vous n'avez pas de coût fixe, vous payez à la requête. Et une des fonctionnalités extrêmement intéressantes, que l'on devrait, à mon sens, implémenter dans la prochaine étape, il faudrait qu'on rajoute ça dans la roadmap, que je rajoute l'issue sur le projet GitHub, eh bien, c'est d'implémenter le rate limiting, grâce à API Management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, entre notre application Blazor WebAssembly, ce qui tourne dans le navigateur, et notre Azure Function, on va venir rajouter au milieu l'Azure API Management et on va configurer, cette API Gateway pour dire: «Bien voilà, si tu reçois plus de 10 requêtes par seconde de la même adresse IP, eh bien, les requêtes suivantes, 11, 12, 13, 14, 15 requêtes par seconde, hein, bah, seront refusées. Parce que probablement qu'on ne peut pas avoir, plus de 10 personnes avec la même adresse IP qui soumettent au même moment, la même requête et donc on essaie peut-être, par exemple, d'attaquer le site internet ou on essaie de faire des choses, qui sont pas censées être faites. Donc là, c'est vraiment, voilà, si on voulait avancer dans l'architecture et si on voulait avancer un peu plus dans le projet pour aller vers la production, c'est probablement un composant, que je rajouterai, très prochainement dans l'architecture de mon application. Alors, pour finir ensemble, ce live coding, je voulais, vous rappeler 2 sessions, qui ont lieu ce matin. Là, nous sommes qu'au premier jour de Microsoft Build. Nous avons tout demain, avec également toute la journée des sessions, une keynote le matin, sur l'intelligence artificielle et d'autres moments pour vous connecter à des experts. Build continuera également jeudi, mais jeudi est un jour férié cette semaine en France, et donc on prend une pause pour l'édition française de Build, qui finit donc demain et demain, vous avez notamment 5 sessions techniques, que je vous invite à regarder. Il y a notamment 2 où on va reprendre ce projet Proxybot. La première, coder, tester et déployer vos applications sur tous vos écrans et dans le cloud, de 10 heures à 10h30. La deuxième, gagner en agilité grâce à une plateforme de données intégrée qui aura lieu de 13 heures à 13h30, où on reviendra plus en détail sur ce projet Proxybot. Je vous l'ai promis, le projet Proxyvote sera très prochainement, d'ici la session de demain matin, disponible en ligne. Vous aurez tout le code, en open source et vous pourrez y accéder sur aka.ms/proxyvote. Donc n'hésitez pas à noter ça dans vos tablettes et à revenir, dès demain, si vous voulez, explorer, le code de ce projet. La dernière chose que je voulais, vous, lister, c'est, mon Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, twitter.com/cmaneux. Donc n'hésitez pas à me suivre
et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, après cette session ou si vous regardez le replay, pendant que vous regardez le replay, tranquillement chez vous. Je vais publier sur Twitter un lien, dans la journée où, je communiquerai en fait l'ensemble des liens et des pages que je vous ai montrées. Je pense notamment, à l'Architecture Center ou, à, Nubgen, et bien évidemment, je mettrai le lien, vers le repository, Proxyvote, que je vous ai présenté, juste à l'instant. Voilà, je vous suis encore avec vous pendant quelques minutes, si vous avez, des questions. Alors, je vais rester, jusqu'à 16 heures en ligne pour répondre, à vos questions. S'il y en a qui souhaitent d'ores et déjà se libérer, pour se prendre un petit break après 2 heures intenses, avant la prochaine session, je vous remercie, d'avoir assisté à, ce live coding, et je vous retrouve, en fin de journée pour faire le décryptage, des annonces de la keynote de Satya. Je ne l'ai pas dit, mais on se retrouvera aussi demain dans les sessions plénières où on vous présentera un petit peu plus en détail les annonces, de la build, qui a lieu cet après-midi aux États-Unis. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire d'annonce, ce matin, pour ne pas spoiler, le monde entier en avance sur les annonces de build. Voilà, donc n'hésitez pas, à me retrouver pour la keynote, tout à l'heure après la keynote de Satya. Et merci à toutes et à tous, d'avoir assisté à ce live coding. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Heu, donc oui, malheureusement cette présentation est donnée en français. Nous avons la chance d'avoir, pour cette première édition de Build, une édition, francophone. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une documentation OpenAPI centralisée? Alors, oui, Zacharia, il y a tout à fait possible d'avoir une documentation OpenAPI centralisée. C'est vrai que dans l'exemple, que j'ai montré là pendant cette démonstration, j'ai montré qu'un endpoint, qu'une méthode. Mais en fait, j'aurais pu rajouter plusieurs méthodes à mon projet, Azure Function, et toutes les méthodes auraient été décrites dans le même document. D'accord? Donc c'est tout à fait possible d'avoir au sein du même projet Azure Function, 50, 80, 100, 500 méthodes d'API, et toutes, les méthodes d'API du même projet Azure Function seront dans la même documentation OpenAPI. Donc dans la page web que j'ai montrée, eh bien, on aura toutes les méthodes. Il y a des outils pour mettre des tags, des labels. Donc du coup, on peut regrouper par domaine fonctionnel. Par exemple, gestion de l'identité, connexion, login, demander le reset du mot de passe, etc. Gestion de suivi des applications pour le public, recherche des applications où il faut s'authentifier pour les forces de l'ordre, etc. Si jamais vous avez plusieurs documents OpenAPI parce que, pour une raison X ou Y, vous avez déployé une partie des API dans Azure Function, une autre partie des API en utilisant ASP.NET MVC API par exemple, qui lui aussi est capable d'exposer une documentation OpenAPI. Dans ce cas-là, ce qui peut vous aider, c'est le produit Azure API Management, dont je vous parlais juste avant, les API Gateway. En fait, dans ce produit API Management, en fait, on peut assembler des API internes qui sont hébergés sur différents services, voire qui sont codés avec différentes technologies pour exposer une seule et unique API à notre utilisateur final et du coup générer une documentation unifiée pour toutes ces méthodes d'API. Donc oui, on peut réaliser une documentation centralisée, que ce soit centralisé au niveau d'un projet Azure Function ou centralisé au niveau d'une entreprise, par exemple. Alors Zachary, tu précises ta question, super. Donc centraliser pour plusieurs web services, je l'ai indiqué, c'est possible avec Azure API Management. Avec le contrôle d'accès, tout à fait.
Alors je ne l'ai pas présenté parce que Azure API Management n'était pas le cœur de cette présentation. Il y avait déjà beaucoup de choses à vous montrer. Mais en effet, on pourra avoir des API qui ne sont pas sécurisées de base pour plein de raisons techniques, historiques. Et en fait, créer une gestion d'accès au niveau de API Management. Et donc, en fait, les utilisateurs vont s'authentifier sur API Management. Et ensuite, c'est API Management qui va valider que chacune des requêtes soit légitime avant de forwarder la requête à la vraie API qu'il y a derrière et de renvoyer le résultat à l'utilisateur. Donc, tout à fait, on peut faire le contrôle d'accès. Euh, et Azure API Management génère une documentation OpenAPI et le Swagger et même un site de documentation que l'on peut customiser. Donc tout à fait, on peut avoir une documentation centrale avec donc toute la documentation de toutes les API et la possibilité de tester directement dans le navigateur. Euh, Ruben, une autre question de Ruben. Est-ce que l'on peut utiliser Azure Function avec un langage non supporté par le SDK? Est-il possible d'utiliser HTTP, REST ou gRPC, par exemple? Alors, tout à fait. Euh, je vais chercher le lien et je vais le copier-coller. Azure Function, custom. Non, c'est pas custom domain. Euh, alors, on est capable de faire plusieurs choses à ce niveau-là. Et alors, j'essaie de vous retrouver la documentation en direct. Mais globalement, en fait, ce qu'on est capable de faire tout à fait, c'est globalement d'exposer un processus à Azure Function et de juste d'expliquer à Azure Function comment se connecter à ce processus, mais définir le code des fonctions. Donc tout ce qui est trigger, etc., ça va être défini côté Azure Function. Euh, alors je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr que là, le lien que je vais partager dans le chat et que je vais noter de suite, je ne suis pas sûr que ça montre un exemple avec un autre langage. Mais c'est tout à fait possible. Et la deuxième chose qui est possible, même si on utilise un langage qui est supporté nativement par le SDK Azure Function, peut-être que vous avez besoin d'un composant système qui n'est pas sur la plateforme Azure Function. Un petit outil en ligne de commande que vous avez besoin d'utiliser, par exemple. Dans ce cas-là, en fait, on est capable de créer ce qu'on appelle un custom container. Et en fait, dans le custom container, du coup, un container Docker, vous allez mettre tout ce que vous voulez dans votre image, en plus du SDK Azure Function. Et du coup, votre fonction qui est peut-être écrite en C# va pouvoir faire un appel à n'importe quelle librairie ou à n'importe quel exécutable que l'on ne peut pas utiliser dans l'infrastructure PaaS d'Azure de base parce que c'est quelque chose qui est propriétaire, qui est propre à votre projet, qui n'est pas commun à tous les utilisateurs. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. 2 heures, je sais que c'est assez dense, donc merci d'être encore après moi avec ces 2 heures. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent build 2022 et puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres sessions en ligne. À bientôt, bonne fin de journée.